Bonsoir à toutes et tous. Je vous propose qu'on démarre. On est déjà une cinquantaine de participants. Merci beaucoup à toutes et toutes de vous être connectés et on espère que ce webinaire vous plaira et vous sera utile surtout. Donc ce webinaire s'intitule Controverse minière pour en finir avec certaines contre-vérités sur la mine et les filières minérales. Et on l'a organisé en partenariat avec Systex. Je suis donc moi, Marion Weber, responsable des programmes de la Fondation Daniel Mitterrand. Et la Fondation Daniel Mitterrand œuvre pour les droits humains et les biens communs du vivant. Et on soutient des alternatives un petit peu partout dans le monde, y compris en France, qui renouvellent le rapport au vivant, le rapport à l'autre et d'autres manières de faire société. Et donc, on est ravis de pouvoir porter l'attention sur ce sujet de la question des mines et de la filière minérale, parce que c'est un sujet un peu plus central et un peu plus d'actualité. Je pense qu'Aurore en parlera bien mieux que moi, mais effectivement, c'est un sujet qui est central parce que c'est au cœur des questions liées au vivant, mais aussi à la question de la défense des droits humains. Et donc, on est ravis de le porter avec Systex, qui est une association. Je laisserai Aurore mieux présenter toutes les actions que vous faites, mais on est vraiment assez admiratif, pour le dire franchement, du travail qui est abattu depuis des années par Systex. C'est un travail d'une énorme qualité, d'une très grande rigueur, et qui est on ne peut plus utile aujourd'hui à des luttes un peu partout dans le monde qui essayent de freiner, de stopper ou de minimiser les impacts de projets miniers partout dans le monde. Et c'est toujours très précieux d'avoir vos rapports, vos études et tout ce que vous faites. Donc, on espère que ce webinaire, pareil, permettra d'apporter aussi des arguments à tous les acteurs qui luttent aujourd'hui pour un autre modèle de société et dénoncent les impacts des projets miniers massifs. Ce qui nous a paru vraiment intéressant ce soir, et c'est vraiment ce sur quoi on va insister, c'est vraiment l'idée de se focaliser, bien sûr, sur les impacts dévastateurs des enjeux miniers, mais aussi sur les concepts, les idées qui sont portées par les promoteurs de ces projets, que ce soit à la fois les industriels, les multinationales, mais aussi les pouvoirs publics qui les soutiennent, notamment. Et souvent, ça s'appuie sur des concepts ou des idées qui soit sont des contre-vérités, soit des mensonges, soit assez bancales. Et donc, justement, l'idée, c'était un petit peu de revenir sur tout ce florilège en fait, de mots qui sont là pour nous rassurer, mais qui sont en fait là pour mieux faire passer la pilule et travailler sur l'acceptabilité de ces projets. Et donc, c'est d'autant plus important de les décortiquer ensemble. Et donc, on va s'attacher dans ce webinaire à aussi vous demander, à vous en tant que spectateur là, du webinaire, mais qui est très probablement actif aussi sur le terrain, de nous en dire plus aussi sur tous ces concepts auxquels vous faites face et comment mieux lutter contre. Donc, c'est vraiment un travail précieux qui a été mené par Systex et qui sera développé tout à l'heure. Peut-être juste vous dire un petit peu ce que nous, à la Fondation, on travaille et comment on travaille sur cette question de la mine, parce qu'on est bien évidemment pas du tout à la même place que Systex, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout connaisseur justement des questions très techniques et très pointues. On a plutôt, nous, cherché à développer un argumentaire politique et philosophique en partant en fait, des retombées et des messages qu'on recevait du terrain, de plein de partenaires du monde entier depuis des années. La Fondation a 35 ans d'existence et depuis quasiment le début, en fait, on a souvent eu des alertes de la part de nombreux peuples, de communautés paysannes, de peuples autochtones, qui nous alertaient sur les projets miniers auxquels ils faisaient face sur leur territoire, soit qui allaient s'imposer, soit qui s'étaient déjà imposés, et donc ils devaient faire face à des bouleversements massifs, à un cortège d'impacts phénoménaux avec des hommes sacrifiés, etc. Et donc nous, on l'a traité sur ce volet-là philosophique, politique, pour dénoncer en fait ce qu'il y a derrière ces projets et donc
pour nous, finalement, ce qu'on a cherché à mettre en avant, c'est cette question philosophique qu'il y a derrière, c'est-à-dire que finalement, derrière la mine, il y a un modèle extractiviste. Et l'extractivisme, nous, on perçoit comme en fait vraiment un modèle d'exploitation effrénée de la nature qui a pour objectif de rentabiliser finalement les produits, les produits pour parler, reprendre ce vocabulaire, en tout cas de rentabiliser la nature et de l'exploiter au maximum. Et donc, ça repose sur vraiment un florilège. Donc, il y a l'extractivisme qui, bien évidemment, va alimenter le productivisme, le consumérisme et poser aussi la question en fin de ligne de la question des déchets. Mais donc, c'est vraiment un tout que nous, on a cherché à mettre en avant et à dénoncer et poser finalement la question de quel modèle de société on veut, mais également dénoncer finalement son caractère basé vraiment sur les responsabilités, sur l'excès et sur la non prise en compte des générations futures, du long terme, bien souvent. Et donc, c'est finalement essayer de construire ou de dessiner un peu des sociétés post-extractivistes, qu'est-ce que ça voudrait dire, et de contrer cet argument qu'on a bien souvent. Je pense que Aurore t'en reparlera, mais enfin, c'est souvent nous un argument qu'on nous donnait, c'est « Ah mais oui, mais bon, sans extractivisme, on ne peut rien faire, l'extractivisme est à la base de tout ». Et donc, en fait, ça questionne, oui, c'est à la base de tout, mais pour quels besoins ? Et effectivement, si on repart de la question des besoins, ça permet de repolitiser les enjeux. Et donc, nous, à la Fondation, on a beaucoup traité de la question de l'extractivisme et donc de la mine, de par ses impacts sur l'eau, puisque la Fondation a mené tout un travail sur l'eau comme bien commun et droit humain, parce que c'est effectivement un des premiers éléments qui est touché, et à travers ça, c'est évidemment tous les bassins de vie qui se retrouvent très vite impactés, et qui viennent toucher et le vivant et le droit humain à l'eau, mais aussi par la question des peuples autochtones, parce que bien souvent, ils sont en première ligne, puisque sur leur territoire se retrouvent énormément des ressources exploitées, convoitées, mais aussi parce que de par leur mode de vie qui sont multiples, hein, mais qui globalement ont une prise en compte du temps long et d'un respect de leur milieu de vie, permettent aussi de dessiner probablement des pistes intéressantes d'un renouveau du rapport au vivant. Donc, c'est surtout ces aspects-là que nous, on a travaillé, et notamment, je vais peut-être vous donner deux exemples. Un exemple sur Montagne d'Or, qui concerne la Guyane, où on a soutenu les acteurs locaux qui se sont mobilisés, qui continuent de se mobiliser, puisque ce projet est pour le moment à l'arrêt, mais bien évidemment cherche à continuer à s'imposer, quel qu'en soit le prix. Et qui pose aussi la question de la mine verte, mais ça on en reviendra, parce que c'est un peu l'argument, oui, mais on va vous faire un meilleur projet, très beau sur le papier. Et un deuxième projet qui lui pose la question des déchets, qui était une campagne qu'on a menée pour soutenir le peuple Krenak. C'est un peuple autochtone du Brésil qui fait partie des nombreuses victimes de la rupture d'un barrage de déchets miniers qui contenait tous les déchets miniers de la mine en question à Mariana au Brésil, et qui, du coup, depuis 2015, que ce barrage s'est rompu, est complètement dans un état de dévastation, puisque leur milieu de vie est complètement mis à mal, mais c'est aussi toute leur culture, toute leur spiritualité. Et ça pose la question de la question des déchets, bien évidemment, du temps long, mais aussi de la question de l'indemnisation, de la réparation. Parce que comment, en fait, on répare des territoires qui sont comme ça morts, des fleuves qui sont morts? Comment est-ce qu'on répare des blessures spirituelles, des blessures culturelles? Et ça, bien souvent, c'est pas abordé ou complètement mis sous le tapis par les industriels. Donc, ça pose plein de questions, et j'ai hâte d'écouter du coup Aurore. Aurore, Stéphane, moi, je te laisserai te présenter plus en détail, mais donc tu es de Systex et tu travailles depuis bien longtemps pour cette association. Et je te laisse donc la parole pour développer ce webinaire qui va durer à peu près jusque 20 heures. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette introduction, Marion. Comme l'a introduit Marion, donc je représente l'association Systex pour Systèmes Extractifs et Environnement. Rapidement, qui suis-je? Je suis ingénieure géologue minier.
J'ai une formation plutôt dédiée à l'exploitation et je me suis spécialisée rapidement sur les impacts environnementaux et sanitaires de l'exploitation minérale. J'ai travaillé pendant un certain nombre d'années pour un établissement public sur les questions d'anciens sites miniers, dont on reparlera aujourd'hui. Et enfin, je me suis beaucoup investie sur mon temps personnel, donc au sein de Systex, mais aussi par ailleurs sur la problématique des droits, à savoir notamment la question des droits humains, dont parlait Marion à l'instant, en lien avec les activités minières, mais aussi les questions de droits sociaux. Et dans ce cadre-là, j'ai réalisé à peu près entre 200 et 300 visites de terrain en France et à l'international sur des sites en exploitation ou fermés ou en devenir. Ce soir, c'est un moment important pour l'association Systex, puisqu'on va vous présenter, on a l'honneur de vous présenter cette étude qui s'appelle « Controverse pour en finir avec certaines contre-vérités sur la mine et les filières minérales ». J'expliquerai le cadre, le contexte et les objectifs de cette étude dans un second temps. Je vais commencer par vous présenter l'association en quelques minutes seulement. Donc, tout d'abord, l'association Systex, elle est née en 2009. Au départ, au sein d'Ingénieurs sans frontières, on était rattaché à eux. Aujourd'hui, on est devenu indépendant. Et l'objectif, à ce moment-là, en 2009, c'était de voir émerger des professionnels critiques vis-à-vis de leur métier et de leurs responsabilités, en particulier liées au fait que les ingénieurs sont souvent des cadres et qu'ils ont un certain nombre de postes à responsabilité, notamment dans l'industrie minière, mais pas seulement. Et donc, j'ai cofondé l'association avec un autre ingénieur géologue minier à une période, donc en 2009, où déjà on ne parlait quasiment pas du tout de la mine en France. Et aussi parce que nous, quand on a commencé à exercer notre métier en tant que jeune ingénieur minier, on a été scandalisés, on a été bouleversés par des choses dont on a été témoin dans l'exercice de notre métier. Et on a souhaité mettre à disposition nos connaissances et aussi nos préoccupations de citoyens dans un espace qui est Système Extractif et Environnement, et donc Systex. L'association, elle travaille exclusivement sur les filières minérales, principalement sur l'exploitation minière, aussi plus généralement sur les usages des métaux, voire la partie de fin de vie des produits qui contiennent des métaux, notamment la question des D3E. Pourquoi on s'appelle système extractif et environnement? Parce que l'idée, c'est de pouvoir en fait ne pas penser l'objet minier en soi. Penser la mine en soi, c'est fort intéressant, certes, mais ça ne donne pas, enfin, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer le public. Il faut aussi qu'on puisse réintégrer la mine dans ses environnements humains, dans ses environnements sociaux, également aussi dans ses problématiques géopolitiques, économiques, de modèles de développement dont parlait Marion précédemment. Et notre objectif, c'est de permettre de faire émerger la question des ressources minérales dans le débat public. On va en reparler tout à l'heure, on en parle de plus en plus. À l'époque, encore une fois, quand on a créé l'association, on n'en parlait pas du tout de cette question des mines et des métaux. Donc, la première chose, c'est que ça devienne un débat public qui soit aussi important que les hydrocarbures, que l'alimentation et que l'accès à l'eau, mais que ce soit aussi le moyen que Systex soit aussi un espèce de tremplin pour permettre la réappropriation de ces questions par la société civile et par le camp public. Un point qui est extrêmement important, c'est que Systex n'est pas opposé à l'activité minière. Nous ne sommes pas une association anti-mine. Par contre, nous avons à cœur de dénoncer les pratiques inacceptables de ce secteur. Et on va en reparler largement lors de cette session aujourd'hui. Et la façon dont Systex travaille, c'est à partir d'enquêtes et d'études bibliographiques. On base tout ce que l'on fait sur un panel de chercheurs, d'experts qui peuvent nous alimenter, soit par des écrits, soit par des témoignages, soit par des rencontres, de façon à ce que l'on puisse asseoir tout ce que l'on dit sur un certain nombre de données techniques qui sont assez renforcées. Et le rapport Controverse, croyez-moi, est assez renforcé à ce titre. Et il y a un point aussi qui est important pour nous, c'est qu'on ne souhaite pas alimenter des débats de technicistes entre sachants. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'une mine, ça doit rejeter 0,5, 0,56 ou 0,54? Ça, c'est un épiphénomène. Ce qui compte, c'est d'intervenir, encore une fois, sur les problèmes majeurs,
les pratiques inacceptables, de savoir comment on peut gérer cela au regard des environnements humains, des environnements sociaux et des environnements politiques. Rapidement, il y a 4 types d'activités au sein de l'association. Tout d'abord, l'association, comme l'a introduit Marion également, vient en appui à des associations locales, nationales et internationales en lutte. Dans le cadre, par exemple, de projets, vous avez ici un exemple pour le cas de Montagne d'Or, où on a travaillé notamment sur la géologie et les risques associés à la géologie et à la conduite du projet minier. Un fort accompagnement de la société civile et ça nous est de plus en plus demandé. Les gens ont besoin de comprendre comment les matières premières minérales fonctionnent, comment on les exploite, comment on les récupère et en quoi elles interviennent dans, entre guillemets, notre quotidien. Et ça, c'est un aspect extrêmement important. On intervient de plus en plus sur ce champ de compétences-là. Également de la sensibilisation. Vous le verrez dans toute cette présentation et aussi dans le rapport, Systex en fait fait toujours un énorme effort de vulgarisation pour expliquer les concepts de façon le plus accessible possible pour que personne ne soit, je dirais, évincé de ces débats et que chacun ait la possibilité, à un moment donné dans son parcours réflexif sur ces questions-là, d'accéder à des informations claires, lisibles, faciles à comprendre. Et enfin, tout un travail de veille citoyenne et de formation. Voilà en fait les 4 grands champs d'activité. L'association, c'est une toute petite structure, c'est une seule salariée, moi-même, et 15 bénévoles. Donc voilà, un petit peu la représentation de l'association. Et sans plus tarder, je vais m'intéresser au rapport controverse et je vais vous présenter le cadre de cette étude. Alors, ce soir, on va prendre 6 points. Je vais déjà faire, comme je disais, une introduction sur le contexte de cette étude et ses objectifs, parce que c'est très important de comprendre dans quelle optique Systex s'est placé et quels étaient les enjeux qui se situaient derrière. Et on va regarder ensemble, on va s'intéresser ensemble à 4 sujets que sont le caractère prédateur et dangereux de l'industrie minière, la question des techniques minières et de leurs évolutions, la question spécifique des déversements volontaires en milieu aquatique et enfin la question des anciens sites miniers. Vous l'avez vu enfin ici, il y a écrit conclusion et ouverture sur le volet numéro 2. Pourquoi? Parce que du coup, les controverses, c'est 8 sujets majeurs. Pour commencer, on a décidé d'en publier donc aujourd'hui sur donc un premier volet. Donc aujourd'hui sur notre site internet, le premier volet de cette étude a été publié sur notre site. C'est les 4 sujets qui vous seront présentés. Dans les mois à venir, on publiera les 4 autres sujets, à savoir, et je le présenterai tout à l'heure, la mine secondaire, la dépendance minérale, la question des meilleures pratiques et de la mine responsable, et enfin la question du deep sea mining ou de l'exploitation minière en eau profonde. Alors, pour commencer, pourquoi les controverses minières? Il y a 2 grands enjeux, 2 grands moteurs qui ont été à l'origine de ce travail et de cette étude. La première, c'est une initiative qui a été menée avec le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est une organisation inter- et intragouvernementale internationale sur la question de la biodiversité et de la conservation. Et ce travail le travail, si vous voulez, était basé sur l'idée d'un constat sur le fait que l'industrie minière était extrêmement peu présente dans le cadre des espaces internationaux qui sont dédiés à la conservation et à la protection de la nature. On parlait par exemple de la pêche, de l'agriculture, de la déforestation, par rapport à des secteurs du coup plutôt du secteur du bois, mais on parlait très peu de l'industrie minière. Donc avec le comité français de l'UICN, Systex a rédigé une motion, c'est-à-dire en fait un texte que l'on a soumis pour qu'il soit adopté dans le cadre du congrès mondial de l'UICN. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, qui s'est tenu en septembre de cette année. Donc l'idée était d'obtenir si vous voulez, un positionnement qui puisse être voté par l'Assemblée des membres, qui est composée de 1500 organisations non gouvernementales et représentants d'organisations gouvernementales. Dans ce cadre, donc, si vous voulez, vous rédigez un premier papier, vous soumettez ce papier aux membres et donc vous recevez tout un ensemble de commentaires, de propositions par rapport au texte que vous avez fourni. Nous, quand on a écrit
cette motion, on avait 5 idées en tête: que soient reconnus les impacts dramatiques des activités minières, que soient dites les pratiques les plus dangereuses, que soient durcies les réglementations internationales et nationales, que soit réduite la consommation métallique et minérale, et enfin que soit diminuée la dépendance aux ressources primaires, c'est-à-dire plus précisément les ressources qui sont exploitées dans des sites miniers. Ça, c'était les 5 objectifs. On a soumis ce document, et lorsqu'on a soumis ce document, on a eu pléthore de commentaires divers et variés. Et alors, ce qui était très étonnant, c'est qu'à l'intérieur en fait, de ces commentaires, il y avait un certain nombre d'éléments qui avaient tendance soit à démontrer qu'il y avait vraiment une volonté de minimiser la réalité si vous voulez, des faits et des impacts que nous, on constate sur les questions minières ou sur les impacts en lien avec l'industrie minérale, voire même de méconnaissance. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient dites qui étaient vraiment fausses, mais vraiment très, très fausses. Et fausses pas seulement pour des gens qui sont ingénieurs miniers, fausses même pour beaucoup, beaucoup d'autres gens. Donc, ça a été un premier, si vous voulez, prise de conscience en se disant c'est pas possible que des organisations gouvernementales de renom, des représentants de très gros États internationaux, disent des choses comme ça ou pensent des choses comme ça. Là, il y a un problème, il y a une méconnaissance ou alors il y a une volonté délibérée, ça après c'est des choix politiques, de ne pas, si vous voulez, reconnaître un certain nombre de choses. Donc ça a été, si vous voulez, le premier prise de conscience on va dire de problématiques liées à cela. Et la deuxième, si vous voulez, prise de conscience pour nous, ça a été que depuis à peu près 2019, on va dire 2018-2019 à peu près, on a constaté que effectivement la question des mines, des métaux, de l'industrie minérale, des impacts était de plus en plus présente dans le débat public, dans les médias, dans la presse, mais elles étaient assez régulièrement accompagnées de concepts qui reviennent assez souvent. Peut-être que ça va vous dire des choses si je vous parle de métaux rares, de substances indispensables à la transition, d'exploitation zéro émission. Et on a vu apparaître, si vous voulez, une communication avec un ensemble de nouveaux concepts qui sont assez interrogeants quand on connaît le sujet, notamment, par exemple, et on va beaucoup en parler ce soir, la question des techniques minières modernes, qui est assez interrogeant. Et paradoxalement, si vous voulez, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on est en contact avec des associations locales, avec des associations nationales, avec des fondations qui nous disent qu'il y a plein de problèmes, que pire, ça s'aggrave. Et du coup, si vous voulez, on était un peu entre ces deux feux, entre cette espèce de communication permanente avec des concepts qui sont plutôt amélioratifs, comme vous pouvez le constater ici, et puis paradoxalement, à la fois des retours de terrain qui étaient très différents. Nous-mêmes, quand on va sur le terrain, c'est pas du tout ce qu'on voit. Enfin, en tous les cas, ça ressemble pas à ça. Et enfin, un travail académique qui est en pleine explosion sur les questions environnementales et sociales, qui dit aussi des choses très différentes. Je vous ai pris par exemple 2 publications extrêmement récentes de Valentin et al. Et de Kempe-Owen, où on vous dit voilà, qu'on a des stratégies de durabilité qui sont mal conçues, on a une fonction sociale qui est en déclin. Donc si vous voulez, nous, on s'est dit, bon, là, il va falloir essayer de savoir quel est le vrai du faux. On va essayer de comprendre pourquoi eh bien, on a un tel écart entre un certain nombre de communications qui sont faites autour de concepts qui sont plutôt nouveaux, plutôt récents, et les réalités dont nous, on est à la fois témoins, mais aussi qu'on nous partage en tant qu'acteurs de la société civile. Et notamment, nous, on s'est rendu compte qu'il y a un énorme biais là-dedans, dans le sens où pendant très longtemps, on n'en a pas parlé, et tout d'un coup, on en parle en ces termes. Ce qui fait que pour quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup de connaissances sur les questions minières, par défaut, il associera ces concepts à la mine en général. Alors en fait, la mine en général, c'est tout plein de choses et c'est pas forcément ça, voire ou c'est pas forcément que ça, ou ce n'est pas forcément ça. Donc voilà. Et donc, à partir de là, on s'est dit, bon, alors, on va faire le point, on va regarder les sujets, on va en choisir 8, donc 4 qui vous seront présentés ce soir, et on va essayer de comprendre ce que disent tout le monde, ce que dit tout le monde. C'est-à-dire, on ne va pas prendre seulement les ONG ou les associations locales, on va prendre ce que dit tout le monde, et un choix a été fait, ça a été de donner priorité notamment aux chercheurs des sciences sociales, alors aux chercheurs des géosciences, aux chercheurs des sciences sociales,
aux géographes, un certain nombre, si vous voulez, de chercheurs, donc toutes sciences confondues, qui nous permettaient aussi de disposer des données les plus actualisées. Il est vrai que dans le cadre de l'étude, vous pourrez le constater, et je vous enjoins bien sûr à aller regarder le rapport, vous verrez qu'il y a énormément de références qui sont assez récentes, dans les 5 dernières années. Donc, on est allé regarder ce que disent tous ces acteurs pour essayer de se faire aussi notre propre idée, parce que nous-mêmes, on aurait pu, et on peut tout à fait avoir des idées préconçues ou des méconnaissances sur certains sujets. Donc, on s'est dit, écoutez, on va faire un espèce d'état des lieux global et on va bien voir ce qu'on nous en dit. 3 objectifs dans cette étude. 1, réaliser un état de l'art des connaissances, ce que je viens de vous expliquer en l'état. 2, rendre accessible, comme je vous l'ai dit, c'est un élément qui est très important pour l'association, ces données techniques pour alimenter le débat public, pour rendre, si vous voulez, disponible, pour donner cette information au plus grand nombre. Et enfin, dénoncer la gravité de certaines situations, on en reparlera ce soir, en particulier concernant les pratiques inacceptables. Et vous le verrez, on va beaucoup parler d'une d'entre elles, que sont les déversements en milieu aquatique. Enfin, je termine cette introduction avec quatre faits en termes méthodologiques. Alors, tout est détaillé, bien sûr, dans le rapport, mais je vous dresse ici simplement les éléments les plus importants pour que vous les ayez en tête pour la suite de cette présentation. 1, on ne parlera ici que du secteur minier, c'est-à-dire qu'on parlera des métaux, du charbon, de l'uranium et des gemmes. On ne parlera pas du monde carrier, par exemple des minéraux industriels. Donc, on ne parlera pas de calcaire, on ne parlera pas de marbre, on ne parlera pas de sable, par exemple. Autre point important, on parlera de la mine industrielle. Parce que contrairement aux idées reçues, déjà la mine industrielle, c'est la plus grosse production de métaux au monde. C'est 88% de la production de métaux et 80% de la production de charbon. On va déjà commencer à s'intéresser à la mine qui représente, si vous voulez, en masse la plus grande production. Et donc, ça, c'est un fait important parce qu'on a souvent des discours, et ça a parsemé les fameux débats dont je vous parlais tout à l'heure avec l'UICN, sur l'importance de la mine artisanale ou la mine à petite échelle. Alors, là-dessus, vous pouvez nous faire confiance. À Systex, ça fait quand même presque 15 ans qu'on travaille sur les questions de mines industrielles. Les mines qui posent le plus de problèmes, je pense qu'il faut le dire à un moment donné, c'est les mines industrielles. En termes d'impact sociaux, d'impact environnementaux, d'impact humain, tout. C'est les mines industrielles. Alors, en même temps, vous allez me dire, effectivement, c'est quand même elles qui ont le plus d'emprise, puisque c'est elles qui produisent le plus. C'est un élément, c'est une clé de compréhension. Certes, ce sont les mines industrielles qui produisent le plus. Ce n'est pas que cette clé-là, mais c'en est une. Autre approche, autre fait, on a choisi une approche internationale. C'est-à-dire qu'on n'a pas privilégié un pays plutôt qu'un autre, et vous le verrez, on a même cherché à privilégier les pays dits développés. Parce que là encore, il y a une assertion qui consiste à dire que c'est toujours très mal fait. Puis alors, on voit des choses parfois qui sont un peu déroutantes. On nous explique en fait que c'est toujours très mal fait dans certains pays africains ou certains pays asiatiques, mais c'est très bien fait en Europe et en Amérique du Nord. Alors, on va en reparler. Les pratiques, s'il y a des pratiques qui posent problème, c'est d'abord et avant tout pour des raisons intrinsèques qui sont liées aux techniques, aux pratiques, aux façons de faire et aux modèles. Et on en reparlera. Ensuite, l'approche, ça a été de maximiser les sources, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a étudié plus d'1 millier de sources. Il n'y en a que 500 qui sont référencées dans le rapport, mais on en a étudié bien plus. Et enfin, on a choisi une approche sectorielle. Et ça, c'est assez compliqué, ça a été particulièrement compliqué, c'est-à-dire qu'on a essayé de savoir quelles étaient les grandes tendances à l'échelle de la mine en général, donc de l'industrie minérale en général, quelles que soient les substances. Et ça, c'est un travail qui est très important parce qu'il est d'usage d'expliquer que la mine, ça se conçoit site par site. Et donc, c'est à chaque fois spécifique. Alors, c'est vrai pour certaines questions, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Alors, tout d'abord, je vais vous proposer un rapide exercice, si vous l'acceptez. On parlait tout à l'heure de la notion de concept, la notion d'image. Est-ce que vous accepteriez de prendre une minute, juste une petite minute, pour aller dans le chat de ce webinaire. Et si je vous dis caractère prédateur et dangereux de l'industrie minérale, est-ce que vous pourriez nous écrire quelles sont les images, les concepts, des témoignages, des choses à quoi ça vous fait penser quand je vous dis caractère prédateur et dangereux?
Je vous laisse 1 minute. Et vraiment, ça peut être des témoignages, ça peut être des choses que vous avez vécues, ça peut être juste des mots, des expressions. Voilà, c'est simplement pour qu'on puisse partager ensemble les images que nous, on draine derrière ce concept. Pendant que les personnes commencent à alimenter le chat, Aurore, je profite juste d'avoir le micro ouvert pour te signaler que parfois ton micro semble frotter ton vêtement ou tes feuilles, je ne sais pas, et que ça provoque un peu une petite gêne. Voilà, du coup, si tu peux le tenir, ce sera super. Merci. Alors, je vois qu'effectivement, il y a plein déjà de, de termes qui sont mentionnés. Gaz de schiste, déforestation, pollution, colonialisme, open pipe, déversement, déplacement de population, pollution des eaux, pollution. Le terme pollution revient beaucoup. Dam collapse, effectivement, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec les Crénac. Terre appropriée, oui, ça rejoint aussi le colonialisme. Déforestation, animal, sauvage. Prédation foncière, pollution à nouveau, destruction, expropriation, ouais. Pollution des eaux, c'est vrai que l'eau, elle revient assez centrale. Mine à ciel ouvert, ouais, notamment avec la Nouvelle-Calédonie, où on a parlé de la Guyane, mais c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a de très gros enjeux aussi. Montagne décapitée, ouais. Communauté locale, ouais, disparition des Vous n'arrêtez pas, c'est formidable. On voit que du coup, c'est quand même un sujet extrêmement problématique et que vous avez dû faire face à beaucoup de sur le terrain de ces enjeux. Destruction d'espaces agricoles, esclavagisme, même des enfants, c'est vrai que ça pose aussi cette question-là. Déresponsabilisation. Capitalisme, oui, c'est vrai que ce terme n'a pas encore été prononcé. Fonds marins. Fraude fiscale, financière, paradis fiscaux, effectivement, ça fait partie du tout. Effondrement, corruption. Anthropocène, oui, également. Violence envers les femmes, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Conflit armé. Alors, il y a quelqu'un qui cite le film Blood Diamond, effectivement. Impunité, et j'en passe. C'est déjà énorme. Merci beaucoup pour vos contributions. Peut-être, Aurore, je te laisse reprendre la main, mais effectivement, il y a de quoi tenir la soirée, je pense, malheureusement. Alors, merci beaucoup pour tous ces témoignages. Déjà, je constate la présence de termes de corruption, notamment donc tout ce qui va être fiscalité, corruption. On le développera relativement peu ce soir. S'agissant des conflits armés, c'est majoritairement lié pour le coup à des exploitations à petite échelle, beaucoup moins à des questions, je dirais, industrielles, sauf dans le cas de la sécurisation des sites, et on en reparlera. C'est-à-dire que le conflit armé en tant que guerre civile, c'est quand même plus associé aux mines à petite échelle, mais par contre, il y a des problèmes, il y a d'autres problèmes. Et la question de l'eau, des sols. Donc, vous avez quasiment tout, c'est bien, je n'ai plus rien à vous apprendre. Fin de la conférence. Non, je vous assure, il y a plein de choses encore à voir. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que ce que vous avez noté, c'est la question des milieux. Ah, c'est bien, si le son, c'est beaucoup mieux. Merci, Richard. Du coup, en fait, c'est la question des milieux et on va en reparler parce qu'on va avoir une approche à Systex qui va être très importante, c'est-à-dire savoir en fait quelle est l'origine du problème et quelle est l'origine du problème de l'industrie minérale. Et à ce titre, eh bien, en fait, le principal problème de l'industrie minérale se résume sur ce slide. En tous les cas, c'est l'analyse que nous, on en fait. C'est qu'il faut se rappeler en fait que l'industrie minière, elle a ce potentiel d'exploitation de gisements qui sont des gisements à très faible teneur et qui contiennent à l'intérieur un cortège métallique de minéraux, de métaux associés. C'est-à-dire que quand vous parlez d'une mine, on parle de
quantité très faible. On vous a replacé ici un certain nombre de teneurs. Pour l'or et le platine, on est à 1 gramme par tonne de roche, jusqu'à 3,15 grammes par tonne de roche pour le platine. Pour le cuivre, on est à 0,3 à 2% en moyenne dans les gisements exploités. Pareil pour le plomb. Ça veut dire qu'à part certaines substances que sont notamment le fer, l'aluminium, le titane, le manganèse et le magnésium, majoritairement, une exploitation industrielle va exploiter des teneurs extrêmement faibles. Et c'est ici cette représentation-là qui va peut-être vous paraître un petit peu bizarre, mais en fait qui est vraiment super, cette représentation. Le deuxième problème, c'est qu'à l'intérieur du gisement, les métaux en fait ne sont pas sous forme pure, ils sont sous forme de minéraux. Et en l'occurrence, à l'intérieur, si vous voulez, de ces minéraux, ce qu'on appelle le minerai, c'est la zone qui est minéralisée, où il y a suffisamment de métal pour qu'on puisse justifier une exploitation, eh bien, vous avez tout un cortège de substances qui sont associées. Donc cette roue, en fait, elle représente quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que là, au centre, vous avez par exemple l'or ou le platine ou l'étain, qui est la substance qui est principalement exploitée. Et ensuite, en fait, plus vous allez aller vers la périphérie de cette roue, et plus, en fait, vous allez retrouver des éléments qu'il est probable, enfin, de moins en moins probable, le plus probable étant vers le centre, le moins probable étant vers l'extérieur, de retrouver dans le gisement. Donc, par exemple, on sait que les mines d'or, si on prend cet exemple, eh bien, vous avez beaucoup d'éléments associés naturellement. Donc, c'est dans le gisement, c'est avec l'or, ils sont à côté, dans le même minerai, d'accord? Et donc, vous allez retrouver souvent, c'est très fréquent qu'on ait de l'arsenic, très fréquent qu'on ait du mercure, c'est très fréquent qu'on ait du cuivre, qu'on ait de l'antimoine, qu'on ait du zinc, etc. Et parmi toutes ces substances, vous le savez certainement, eh bien, il y a des substances qui sont toxiques. Alors, vous en avez qui sont potentiellement toxiques et vous en avez qui sont toxiques. Les substances toxiques, en l'occurrence, s'il n'y avait que des problèmes de cuivre, on aurait ça irait. Il y a des substances toxiques comme l'arsenic, le plomb, le cadmium, l'antimoine, le mercure, voire même le chrome hexavalent. Pour ceux qui connaissent un petit peu le sujet, on a aussi certaines problématiques, notamment dans certaines mines de chromite pour le chrome. Donc voilà, le problème, il est qu'il va falloir aller chercher des quantités infinitésimales de métal dans un ensemble qui contient tout un cortège de substances dont certaines sont toxiques. Une fois qu'on a dit ça, on a déjà dit beaucoup de choses. Et ça, c'est ce qui fait que l'industrie minière est spécifique par rapport aux autres secteurs. Puisque du coup, assez logiquement, pour pouvoir récupérer ce métal en très petite quantité, il va falloir en fait mettre en place des procédés qui vont être très longs, très consommateurs d'eau et très consommateurs d'énergie. Donc ça, c'est le schéma classique de ce que l'on fait sur une exploitation, sur un traitement classique, par exemple ici de cuivre. En fait, c'est une multitude d'étapes que vous allez avoir. Il va falloir broyer la roche, il va falloir la traiter avec un certain nombre de réactifs chimiques. Ensuite, il va falloir récupérer le métal. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la concentration et l'extraction, c'est-à-dire que si, par exemple, si je vous montre cet exemple, ici, ça c'est le minéral qui contient le cuivre qui vous intéresse. Il va falloir faire un concentré de ce minéral. Là, ce n'est pas un concentré, c'est juste le minéral pur, mais ce n'est pas grave. Et donc, il va falloir d'abord récupérer tous les minéraux qui contiennent du cuivre, en l'occurrence là de la chalcopyrite, peu importe. Et ensuite, il va falloir brûler ce matériau-là pour pouvoir en extraire le cuivre. Et une fois que vous aurez brûlé ça, une fois que vous l'avez brûlé, eh bien, en fait, il va falloir encore refaire une étape qu'on appelle de raffinage parce que le cuivre que vous aurez obtenu ne sera pas assez pur. Et ça, eh bien ça demande beaucoup d'eau et ça demande beaucoup d'énergie. Donc, ça veut dire que quelle que soit la substance concernée, que je parle du nickel, que je parle de l'or, que je parle du cuivre, voire même que je parle de l'aluminium, parce que l'aluminium, le problème va plus se dérouler en fin de processus qu'en début, dans tous les cas, vous allez avoir un problème, c'est qu'il va falloir aller chercher des petites quantités dans un amas de roches. Donc, cela étant dit, c'est ce qui est à l'origine de la génération de quantités de déchets qui sont considérables. Et c'est déjà, si déjà vous avez ça en tête, alors vous avez compris pourquoi, en fait, globalement, la mine a des impacts énormes. Parce que vous allez devoir, pour rentabiliser l'exploitation, parce qu'on est sur des petites quantités, si vous voulez disséminer, il va falloir travailler sur des quantités énormes. Donc, c'est-à-dire que vous allez générer des quantités énormes de déchets. Et vous allez en générer à tous les stades du traitement. Et ça peut être des traitements qui peuvent être en 5, 6, parfois 10, 15 étapes. Donc, ça veut dire que ces volumes de déchets, qu'ils soient sous forme solide, qu'ils soient sous forme liquide, qu'ils soient sous forme vapeur, vont contenir ou vont avoir une composition, si vous voulez, comparable à ce qu'il y avait dans le départ dans le gisement.
Alors, ce ne sera jamais exactement la même chose, mais globalement, c'est la même chose. Donc, s'il y avait de l'arsenic au départ, vous le retrouvez à la fin. On est d'accord? Et donc, ça veut dire que du coup, quand on dit que l'industrie minière est avant tout celle du déchet dangereux, c'est parce qu'en fait, elle repose sur un modèle qui consiste à devoir travailler sur des volumes gigantesques de roches qui contiennent forcément des métaux qui sont potentiellement problématiques. Autre fait, et vous l'avez très bien mentionné dans le chat, l'autre problématique, c'est que cette installation est en interaction avec de nombreux milieux. Déjà, elle est en interaction avec l'eau parce qu'elle a besoin d'eau. Donc, elle va pomper de l'eau ou elle va rejeter de l'eau, etc. Donc, déjà, il y a un problème avec le milieu eau puisqu'elle a un lien très intime avec elle. Mais il y a aussi un lien intime avec l'air puisque une partie du traitement du minerai, là vous avez un exemple d'usine qui fonctionne de cette façon-là, une partie du traitement du minerai est notamment traitée dans des fonderies, donc du coup on va avoir des émissions de vapeur, des émissions de cendres ou des émissions de gaz. Donc encore une fois, là ce soir je vais essayer vraiment de tracer les grands faits de façon rapide, donc je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, tout est bien sûr naturellement détaillé dans le rapport. Donc si vous voulez, il faut déjà avoir ça en tête en se disant, OK, on va avoir du coup une mine, c'est beaucoup, beaucoup de déchets qu'il va falloir gérer. Si on ne les gère pas, ça va être compliqué et on va avoir des interactions fortes avec tous les milieux. Et c'est la raison pour laquelle l'industrie minière, eh bien, est si vous voulez, impliquée, si je peux m'exprimer ainsi, dans la pollution des sols, dans la pollution de l'air, dans la pollution des eaux. Enfin, on en a parlé, enfin Marion en a parlé en introduction et vous l'avez vraiment mis en avant, c'est que pour pouvoir être rentables, eh bien du coup, elles vont en général avoir des emprises qui vont être assez élevées. Donc, c'est des sites qui vont avoir des emprises assez élevées. Alors, de plus en plus, on pourrait en débattre, on va converger de plus en plus vers des emprises qui cherchent à limiter leur emprise en surface. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'on a tendance à augmenter la taille des exploitations. Donc, on consomme beaucoup d'énergie, on consomme beaucoup d'eau, on prend beaucoup de place et on génère beaucoup de déchets dont une partie contient des substances toxiques. Ah, ça va poser problème. Donc, à partir de là, eh bien, nécessairement, et c'est nécessaire en fait, c'est intrinsèque, il faut vraiment que vous ayez ça en tête, ça ne va pas bien se passer. Ça ne va pas bien se passer, surtout sur les gisements de très grande ampleur. Je ne parle pas d'une petite mine qui fait quelques dizaines ou centaines ou milliers de tonnes par an en fonction des substances. Ce n'est pas mon propos. C'est-à-dire que sur les très, très grands sites, les conflits sont inévitables. D'abord parce qu'on va avoir des problèmes de conflit d'usage, c'est-à-dire qui utilise l'eau? Est-ce que c'est la mine en priorité ou est-ce que c'est la population, ou est-ce que c'est l'État, ou est-ce que c'est le département, ou je ne sais qui d'autre? Donc déjà, il va y avoir des conflits qui sont liés aux usages. Qui utilise les terres? À quoi sert l'électricité? Ensuite, il va y avoir des conflits socio-culturels. L'implantation d'un site minier a des implications socio-culturelles extrêmement importantes. C'est aussi extrêmement travaillé par les sociologues qui d'ailleurs alertent sur le fait qu'il n'y a pas assez de travaux qui sont menés sur ces questions-là, notamment sur les phénomènes qui sont liés lors d'une implantation d'un site minier, des phénomènes de migration de personnes qui viennent travailler jusqu'au site et tous les phénomènes de déplacement des gens qui quittent le site. Donc, tous ces phénomènes-là vont complètement bouleverser socio-culturellement parlant les environnements dans lesquels les sites miniers s'implantent. Et enfin, conflits socio-environnementaux. Et ces conflits socio-environnementaux, ils sont souvent associés à soit une dégradation qualitative, c'est-à-dire des milieux, c'est-à-dire les sols, eh bien, en fait, ont une qualité moindre, ou les eaux, du coup, sont polluées, etc. Soit, sinon, des conflits socio-environnementaux qui sont liés à la protection. Marion en a parlé tout à l'heure, de zones qui sont, par exemple, écologiquement extrêmement sensibles ou qui servent, si vous voulez, à la subsistance ou à la vie, tout simplement, des personnes qui habitent là. Et ces conflits, malheureusement, c'est une marque de l'industrie minière. Donc, encore une fois, là, je continue. Pendant toute la présentation, gardez-le en tête, je vais parler de l'industrie minière mondiale. Et gardez-le en tête aussi, je ne parle autant, quand je parle de l'industrie minière mondiale, je parle autant des pays dits développés que des pays dits en voie de développement. Et donc, tous ces conflits, si vous voulez, vont conduire à donc déjà une exacerbation des conflits socio-environnementaux. L'industrie minière
est responsable du plus grand nombre de conflits socio-environnementaux, tous secteurs confondus. Ça, c'est la base de données internationale EJOLT qui nous le dit. Vous avez le diagramme à droite, 573 cas référencés actuellement dans la base de données, soit 21% des cas. Et lorsqu'il y a exacerbation des tensions, on a de très nombreux cas d'assassinat ou de violation, alors d'abord de violation des droits humains, voire jusqu'aux assassinats des défenseurs des droits. Et là encore, les industries minières et les industries extractives en général sont les secteurs qui sont les responsables du plus d'assassinats. Vous avez à gauche les statistiques de Global Witness depuis 2014, qui sont responsables du plus grand nombre d'assassinats. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec ces deux constats qui sont quand même dramatiques, de se dire on a un secteur industriel qui est responsable de cas extrêmement graves, soit de conflits, soit de violations de droits humains? Eh bien, c'est aussi, si vous voulez, ces réactions en chaîne dont je parlais tout à l'heure qu'il faut avoir en tête en se disant tout va être lié. C'est-à-dire qu'on va prendre de la place, on va empêcher des activités, on va contaminer des milieux, et c'est l'ensemble de ces processus-là qui vont conduire à la situation telle qu'elle est présentée. Et enfin, je conclurai là-dedans. Alors, je suis en train de vous résumer plusieurs dizaines de pages ici en 4 slides. Donc, je vous laisserai bien sûr poser toutes les questions si vous souhaitez qu'on rentre dans le détail ou si vous souhaitez que je vous donne des chiffres. Là, j'essaie vraiment de vous tracer les concepts des problématiques qui font que, selon nous, d'après l'analyse qu'on en a faite, l'industrie minière est véritablement très différente des autres industries. Et tout ça, effectivement, dans un contexte où on a une diminution des teneurs mondiales, c'est-à-dire en fait des concentrations de métaux qui sont disponibles dans les gisements à l'international. C'est une tendance qui se trace sur tous les métaux, pas seulement l'or. Par exemple, souvent on a tendance à parler de l'or, c'est valable pour tous les métaux. Et c'est aussi valable, enfin c'est en train de s'accélérer, donc c'est à la fois la question des teneurs, mais aussi la question des gisements facilement exploitables. Globalement, on a exploité jusque maintenant ce qui était le plus facile à exploiter, c'est-à-dire les gisements qui étaient plutôt concentrés, avec des minerais plutôt riches, qui étaient plutôt pas trop, enfin qui étaient relativement peu profonds, on s'entend, encore une fois, je parle de façon sectorielle. Et là, plus le temps avance, plus on est en train de travailler avec des minerais donc, qui ont des teneurs plus faibles, avec des minerais qui sont dits plus complexes et plus réfractaires, c'est-à-dire des minerais qui sont de plus en plus compliqués, avec des cortèges de substances compliquées, avec des métaux qui sont résistants aux acides, par exemple, aux cyanures qu'on essaye de leur mettre dessus pour essayer de les récupérer. Donc, plus ça va, plus c'est compliqué. Donc, plus ça avance, plus on a besoin d'eau. Plus on a besoin d'eau, plus on a aussi plus besoin d'énergie parce que les minerais sont en train de se complexifier. Et donc, ça veut dire que du coup, actuellement, on observe une tendance à l'accélération des processus. Et ça avait d'ailleurs été tracé, là vous avez des diagrammes de 2007, vous voyez qu'ici plus la quantité, enfin la teneur diminue, plus la consommation d'eau, la consommation d'énergie, etc. augmente. Donc ça, c'est vraiment le premier élément qu'il faut que vous ayez en tête avant qu'on parle des techniques minières. Et je m'arrête là. Encore une fois, en plus, il faut que j'accélère. Donc, je vais vraiment vous tracer des très grands principes, mais ça va vous permettre de voir un peu les grandes clés. Alors, si maintenant, je vous dis, donc, vu que vous aviez extrêmement bien travaillé tout à l'heure, je vais vous ressolliciter. Si je vous dis technique minière, évolution des techniques minières, tendance actuelle, voilà, un petit peu, qu'est-ce que vous me diriez là-dessus? Si je vous parle des techniques minières, vous pouvez me parler de technique, vous me parlez d'évolution des techniques. Plus compliqué. Voilà, ça y est, ça s'accélère. Ouh là là. Automatisation, fracturation hydraulique, élargissement de la frontière d'extraction, lixiviation, mensonge, lixiviation et bassin de décantation, oui. Greenwashing techniques. Il y a pas mal de termes là qui sont en train d'émerger sur cet item. C'est effectivement plus compliqué et c'est là aussi où justement le travail de Sixex est vraiment marqué. C'est justement de vulgariser aussi ces questions techniques. Je peux peut-être donner, nous, notre exemple à la Fondation, mais souvent, on nous a cherché à nous rassurer. Mais vous inquiétez pas, nous, on est sur les dernières technologies.
On nous a dit ça, que ce soit sur la Guyane, sur la Nouvelle-Calédonie. On nous dit non, non, mais ce qui s'est passé au Brésil n'arrivera pas chez nous. On est sur des super standards. Et nous, en tant que fondation, on ne sait pas quoi répondre parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Donc, c'est là où votre rapport en tant qu'ingénieur est important. Alors, on a aussi mine à ciel ouvert, plus d'esclavage, techniques durables et extraction en mine en sous-sol, amalgamage au mercure. Donc, il y a des choses très techniques, ouais, décapage, cyanuration. En Guyane, fracturation hydraulique explosif, mountain top removal, la chimie. C'est déjà pas mal. Verdisson, il en restera toujours quelque chose. Due diligence. Aurore, je te laisse rebondir, mais merci d'avoir alimenté déjà de tous ces éléments. Alors, j'ai vu des termes. Alors, l'amalgamation, c'est-à-dire le fait de traiter l'or au mercure, ne se fait pas en mine, en industriel. Donc, c'est une pratique qui est exclusivement réservée aux petites mines. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème de mercure dans le secteur minier industriel, mais ça n'est pas une technique qui est mise en œuvre. Alors, ce qu'il faut retenir, et alors nous-mêmes, on a été très étonnés à la lumière du travail qu'on a fait sur cette étude. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de très rares innovations techniques historiquement dans la mine et il y a beaucoup d'évolutions technologiques. Alors, pourquoi est-ce que je fais un distinguo entre ces deux termes ? Dans le rapport et pendant cette présentation, je vais distinguer les grandes techniques, c'est-à-dire les façons de faire, des technologies, c'est-à-dire des équipements. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire pour, par exemple, augmenter un rendement ou comment fonctionne ma machine, si vous voulez, comment fonctionne mon équipement. Si je vous donne l'exemple de droite, prenons l'exemple de droite. Vous avez ici, sur ce diagramme, en fait, l'évolution historique de ce qu'on appelle la foration, c'est-à-dire les trous que l'on va faire en souterrain avant de mettre la dynamite pour pouvoir, en fait, exploiter en souterrain. Vous remarquerez que, en gros, la technique, c'est toujours la même. La technique, c'est de forer. La technologie, elle a beaucoup évolué. Et c'est d'ailleurs elle qui a permis le fait qu'en un siècle à peu près, on soit passé de 3 à 5 mètres par heure jusqu'à aujourd'hui 450 mètres par heure en moyenne. Donc voilà, c'est cet exemple-là qu'il faut que vous ayez en tête. Donc c'est-à-dire que globalement, il y a très peu d'innovation technique. Très, très peu. C'est-à-dire de façon de faire. Les grandes innovations techniques, elles sont nées à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire 1850 jusqu'à 1905-1910, début du 20e. Il y a 7 grandes innovations qui sont définies par les historiens dans le domaine des techniques minières. Il y en a 7 grandes. Et dans ces 7 grandes, il y en a 2 en particulier que vous connaissez peut-être, qui sont donc dans le domaine du traitement du minerai, c'est la cyanuration, qui est née en 1887. C'est la flottation, qui est née en début 20e, aux environs 1900, qui est une autre technique de traitement du minerai. Et dans le domaine de l'exploitation, c'est le fait qu'on ait pu avoir de l'énergie mécanique qui soit disponible à grande échelle. C'est l'application des énergies mécaniques et électriques. Et donc voilà, globalement, on va rester là-dessus. On ne va pas aller dans le détail pour l'instant. Donc en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'innovation dans le domaine des techniques, plutôt dans les technologies. Alors c'est vrai qu'effectivement, et on était encore nous-mêmes, encore une fois, je vous témoigne, Systex était très étonné, on pensait qu'il y avait plus de choses que ça, sincèrement. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les méthodes d'exploitation, par exemple, elles sont assez similaires. C'est la productivité qui a été augmentée. C'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui d'obtenir des rendements et des réductions de coûts qui sont substantielles, grâce par exemple à des machines plus grosses ou avec d'autres fonctionnements. Voilà, donc globalement, voilà. Et autre fait aussi, que l'on discute aussi dans le rapport, c'est la question de l'exploitation souterrain versus ciel ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, on nous a expliqué que la mine à ciel ouvert, c'était la panacée. Aujourd'hui, on nous explique que c'est plus compliqué. Donc globalement, vous voyez, en plus, même entre la mine à ciel ouvert et la mine en souterrain, il n'y a pas grand-chose qui se dessine. À l'inverse, on va peut-être même tendre plutôt aujourd'hui, à l'avenir, plutôt vers des mines en souterrain. Donc, déjà, c'est d'avoir ça en tête, de dire qu'il n'y a pas eu de grandes innovations dans la mine. Donc, c'est un point important. Autre chose, du coup, quand on parle des innovations pour le traitement du minerai, j'en ai parlé, ça date de la fin du 19e, tout début du 20e. Donc, ça veut dire que depuis cette période, ça fait plus d'un siècle, on utilise les mêmes techniques. C'est-à-dire que pour concentrer le minerai, la flottation, fait plus de 120 ans qu'on utilise la flottation.
Et même les réactifs, c'est-à-dire qu'on est allé chercher, on a étudié jusqu'aux réactifs. Par exemple, le réactif que certains peut-être d'entre vous connaissent, qu'on appelle l'xanthate, qui est un réactif qui est utilisé dans la flottation. Aujourd'hui, des alternatives au xanthate, qui a été commercialisé en 1928 aux États-Unis, hein, ça ne date pas d'hier. En l'occurrence, eh bien, par exemple, on utilise moins de 5% d'alternatives au xanthate, pour ceux qui connaissent cette technique. Donc, ça veut dire que globalement, pour concentrer le minerai, ça fait 128 ans, enfin, c'est plus de 120 ans, enfin, un peu plus de 100 ans, pardon, ça n'a pas changé. Pour extraire, pour pouvoir traiter l'or, 80% de la production mondiale industrielle d'or repose sur la cyanuration. Vous avez plus de 100 ans qu'on utilise la même méthode. Il n'y a pas des niveaux, les alternatives, pareil, peinent à passer. Et enfin, du coup, il y a aussi un point qui nous tient à cœur, parce que la pyrométallurgie ou les techniques qui permettent de traiter du minerai par le feu ou par la chaleur, si vous voulez, globalement, on va résumer ça comme ça, eh bien en fait, continue à être indispensable. Alors que nous, mais sincèrement, je vais vous le dire sincèrement, moi en tant qu'ingénieur minier, je pensais qu'on faisait beaucoup mieux dans les techniques qui n'ont pas besoin de brûler du minerai. Eh bien en fait, c'est extrêmement indispensable. Donc ça, c'est déjà un premier point qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que globalement, les techniques les plus utilisées, elles n'ont quasiment pas changé depuis un siècle, quasiment pas. Et autre point, par contre, qui est inquiétant, c'est qu'à partir des années 60, si vous voulez, on a développé un certain nombre de techniques. C'est vraiment à partir des années 60. Hein, il y a vraiment un changement dans les techniques minières. Et là, on a vu apparaître des techniques, des vrais. Alors, des vrais, on ne va pas mettre de jugement de valeur derrière le mot vrai, mais en tous les cas, on a vu apparaître des techniques. Et notamment, il y en a 5 qu'on décrit dans le rapport, qui sont emblématiques, que sont ce qu'on appelle le block caving, donc c'est le foudroyage par bloc, donc c'est des exploitations souterraines qui sont présentées ici, je vais vous en expliquer le concept, que sont le mountain top removal, les mines à déplacement de sommet. J'ai vu dans le chat que quelqu'un l'avait mis, donc ça c'est encore une autre technique. Le strip mining, alors pour ceux qui connaissent peut-être les exploitations par décapage, c'est très très grosses machines qui ont une espèce de grande roue et qui exploitent le charbon en surface, voilà, ce qu'on appelle le strip mining. Et la lixiviation in situ, la lixiviation en tas. J'ai vu que plusieurs personnes avaient mis le terme lixiviation. Alors, toutes ces techniques-là, ces 5 techniques qui ont à peu près tout émergé, comme je le disais, dans les années 60, elles ont un point commun. 2 même. Le premier, c'est qu'elles permettent d'exploiter des gisements à très bas coût, vraiment, et des gisements à très faible teneur. Vu ce que j'ai dit précédemment, effectivement, il y a une logique. Puisque l'on dit qu'il y a de moins en moins de gisements riches, du coup, c'est de plus en plus intéressant de développer des techniques qui sont capables d'aller récupérer des gisements pauvres, assez logiquement. Donc ça, c'est un premier point, c'est-à-dire qu'en fait, on a développé des méthodes qui sont capables de faire des très grosses masses, si vous voulez, elles sont capables de travailler des très grandes quantités, si vous voulez, de matériaux. Et autre point, deuxième point commun, c'est que la problématique, c'est qu'au regard des échelles dans lesquelles elles s'inscrivent, elles risquent d'avoir des impacts, et elles en ont déjà, qui sont encore plus importants que les méthodes qu'on connaissait jusqu'à maintenant, dites méthodes conventionnelles. Et vous avez ici un exemple que personnellement me tient particulièrement à cœur, ce qu'on appelle le block caving. Le block caving, il faut savoir que j'en parle parce que c'est quand même considéré comme une des techniques, je cite, révolutionnaires. Le block caving, c'est assez simple. Sur le principe, je n'ai pas dit dans la pratique, j'ai dit sur le principe. En principe, le principe, c'est d'exploiter, si vous voulez, c'est de dynamiter en masse le gisement. C'est-à-dire que plutôt que de faire des puits, des galeries, etc., c'est encore une fois schématiquement, on va dynamiter en masse, toute une colonne. Et cette technique-là, elle a un énorme avantage, c'est qu'on va pouvoir, en fait, si vous voulez, faire circuler le minerai, la zone qui est minéralisée, directement via des convoyeurs jusqu'à la surface vers une usine de traitement. Et ça, ces méthodes-là sont des méthodes qui sont extrêmement invasives. Et même si c'est une méthode qui ne peut pas être mise en place partout pour des raisons techniques, hein, on pourra largement en parler, il y a des contraintes, hein, on ne peut pas faire ça partout. Eh bien, là, en l'occurrence, là où elles sont mises en place, ça commence à poser de sérieux problèmes, notamment aussi, là, vous avez un cas australien, très, très gros pays minier, où vous voyez en fait apparaître, donc ça, c'est une mine d'or et de cuivre qui se trouve en Australie, et vous voyez apparaître ici des effondrements parce qu'au-dessus de la cavité, il n'est pas rare que ça s'effondre. Et je vous incite à regarder les échelles. Alors, ces énormes effondrements et ces énormes déplacements de matière ont des conséquences diverses et variées sur les eaux souterraines, sur les sols, sur la stabilité, voire pire. Alors, dans le cas de Cadia, j'ai vu que quelqu'un parlait tout à l'heure des dépôts de résidus et des parcs et des ruptures de digues. Pire, en fait, si vous voulez, quand ça s'effondre, c'est tellement puissant
que ça crée un petit peu ça crée de la sismicité, et parfois les séismes sont un petit peu plus importants, si vous voulez, les petits tremblements de terre sont un peu plus importants que d'habitude. Et certains observateurs pensent que d'ailleurs c'est ce qui est à l'origine d'une rupture de digue, vous voyez ici, qui s'est déroulée en surface, liée à cette sismicité qu'on appelle induite en fait. Donc, ce sont vraiment des méthodes qui sont extrêmement invasives. Et ça, là-dessus, par contre, Systex a mis un énorme point de vigilance en disant attention, les méthodes qu'on dit novatrices, en l'occurrence, elles sont très interrogeantes. Et je conclurai cette partie-là en disant que sur les techniques minières, il y a un certain nombre de sociologues ou de personnes qui sont spécialisées dans les techniques minières, vous verrez dans le rapport, qui en fait ont travaillé aussi sur la culture de l'innovation dans la mine. Et qu'en fait, tout ça, si vous voulez, ça s'explique. C'est-à-dire que l'industrie minière n'est pas une industrie du tout qui a, si vous voulez, une culture de l'innovation. Et que c'est plutôt une culture, en fait, de l'immédiateté. C'est-à-dire c'est si vous voulez, des cultures où on a une nécessité d'avoir un profit à très court terme. Et donc, c'est assez contraignant derrière de développer, si vous voulez, des technologies, des innovations, etc. Le secteur minier fait partie des secteurs industriels qui a le plus petit taux d'investissement en R&D, par exemple, par rapport aux autres secteurs. Donc, vous voyez, il y a aussi, si vous voulez, ce n'est pas seulement une question de technique, si vous voulez, c'est aussi une question de sociologie, je dirais, des techniques et des sociologies des industries. Je passe là-dessus parce que je tiens à parler de ce cas-là. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, et donc j'espère que certains d'entre vous connaissent. Donc maintenant, si je vous dis déversement volontaire en milieu aquatique, c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que vous avez des idées ou des images en tête à me fournir? Et s'il y a des gens de Systex dans l'assemblée, vous n'avez pas le droit de tricher. Alors, on a quelques premières propositions. Indonésie. Des docus avec des tuyaux qui déversent dans les rivières. Oui, c'est probablement ça dont on parle. Pollution de la société Goldor en Guyane. Le Montana, le Brésil. Là, c'est plutôt des exemples de pays où j'ai l'impression que c'est fait des ruptures de digues au Brésil. Alors, je pense que c'est un peu différent, mais crime, village, cancer. Ouais. En tout cas, c'est vraiment un enjeu central sur tu disais Aurore, sur la question aquatique. Mais là, on parle bien de déversement volontaire. Je pense que tu vas nous expliquer ce dont il s'agit. Limitation volontairement laxiste de la hauteur des cuves. Fonds marins. L'absence de contrôle des rejets en France est-elle assimilable à un déversement volontaire? C'est une bonne question. Si oui, le Limousin et ses anciennes mines d'uranium. Merci beaucoup. Je te laisse réagir, ouais. Alors, le déversement volontaire, effectivement, comme le disait Marion, c'est très simple. En fait, c'est bien, si on insiste sur le terme volontaire, c'est parce qu'en fait, ça l'est. C'est-à-dire que c'est une pratique qui est assez simple. Les résidus miniers, donc ça répond à la question notamment d'Antoine, non, ça ne s'apparente pas à ça. C'est une autre technique, c'est-à-dire que ce n'est pas la technique classique de stockage dans des installations de stockage en surface. C'est une technique en fait de déversement simplement dans les milieux aquatiques. Donc vous prenez le tuyau et vous l'amenez là où il faut l'amener. Donc là, vous avez en haut un exemple de mine à Marinduque, là en l'occurrence. Donc ça, c'est un exemple dans les Philippines. Vous avez en dessous un fjord norvégien. Donc le principe est assez simple, si vous voulez, c'est que du coup, on va conduire les résidus miniers directement dans des milieux aquatiques. Ça, c'est une pratique que Systex considère comme inacceptable. Voilà, là, c'est le moment où nous, on dit non, mais là, il faut que ça s'arrête. Là, ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre des résidus miniers dans les milieux aquatiques. Ça n'a pas de sens. On s'est intéressé de très près à cette technique pour comprendre pourquoi elle était conduite encore aujourd'hui, comment on justifiait son utilisation. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on a rencontré beaucoup de gens quand on leur en parlait, notamment en lien avec le Congrès mondial de l'UICN, les gens, même des États, des représentants d'États, nous disaient « Ah non, non, mais vous inquiétez pas, cette pratique, elle est illégale. Hein. » Comment ça, elle est illégale? Bah oui, non, mais il n'y a plus personne qui fait ça. Ah, j'ai dit, ah bah si, je vous assure, j'en ai vu plein, je vous assure, j'en ai vu. Et les gens ne croyaient même pas quand on leur disait, mais je vous assure, c'est pas du tout illégal, c'est même pratiqué. Et donc, en l'occurrence, pourquoi est-ce que cette technique est mise en œuvre? Alors, c'est clairement pour des raisons de coût, hein, on ne va pas passer par quatre chemins. Et en fait, alors, la façon dont aujourd'hui, en fait, on a étudié les différents sites sur lesquels ce genre de pratique soit avait été conduite, soit sont réalisées actuellement, soit
sont prévues d'être conduites. Hein, vous avez ici la carte que Systext a établie à partir de ses recherches. Hein, on a identifié 56 sites miniers qui sont concernés. C'est très, très en dessous de la réalité. Hein. À mon avis, on pense qu'il y en a au moins le triple de cela. Hein. Mais pour l'instant, voilà, c'est un premier inventaire. C'est déjà une première base de travail. Mais en fait, la raison pour laquelle, l'argumentaire, si vous voulez, qui permet de légitimer l'utilisation, le recours à cette pratique, c'est le fait que souvent, on a des exploitations minières, par exemple, qui sont dans des domaines insulaires, dans des domaines qui sont en zone montagneuse, dans des domaines qui sont soumis justement à des problèmes de tremblement de terre ou de sismicité naturelle. Et donc, dans ces cas-là, les digues minières, du coup, ne peuvent pas être installées pour des questions de sécurité. Donc, ce qu'on dit, d'une certaine façon, à très juste titre, on est absolument d'accord avec ça, c'est de dire on ne peut pas mettre en place de barrages miniers au risque qu'il y ait une rupture et au regard du retour d'expérience que nous avons sur les problèmes de rupture de digues, c'est complètement inacceptable et on ne veut pas prendre le risque. Donc, du coup, on va déverser directement dans les rivières ou dans les lacs ou dans les mers. Et ça, en fait, c'est un énorme problème parce que, si vous voulez, je vous laisse réfléchir à ça, c'est-à-dire de dire, alors du coup, vous pourriez me dire, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux à ce moment-là qu'on mette dans l'eau, c'est quand même beaucoup mieux, et plutôt qu'on prenne le risque, effectivement, qu'il y ait, par exemple, un tremblement de terre et que du coup, on ait une rupture de digue énorme. Et voilà. Alors oui, certes, mais sauf que quand vous regardez les impacts sur la biodiversité, sur les milieux d'un déversement rivière, par exemple, nous, on a étudié des dizaines et des dizaines de publications. C'est très similaire à des déversements, des ruptures de digues. Alors, la seule différence, si vous voulez, qui est quand même majeure, c'est que vous n'avez pas l'effet de vague, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas la rupture, donc vous n'avez pas l'effet de vague, mais sur le moyen et le long terme, c'est tout à fait comparable. Donc ça, c'est pour les milieux de rivière. Et vous allez me dire, mais y en a-t-il qui le font en rivière? Oui, 3 grands sites majeurs, en tous les cas ceux qui le déclarent. Et de plus en plus, on le fait dans des environnements marins peu profonds, comme des fjords. Et notamment la Norvège, elle fait partie des 5 pays qui procèdent le plus à des déversements en rivière ou en fjord. Alors encore une fois, je vous incite à regarder le rapport qui détaille les réalités qui sont derrière, hein, notamment pour ceux que ça intéresse le plus ou ceux qui parmi vous s'intéressent notamment à l'évolution ou à la stabilité des déchets. Bien, vous verrez par exemple qu'il y a des chercheurs qui ont démontré que, si vous voulez, quand on met sous l'eau, je vais quand même donner le concept, quand on met des déchets miniers sous l'eau, eh bien, on dit c'est bien de les mettre sous l'eau parce que comme ça, ils ne vont pas s'oxyder, ils ne vont pas libérer leurs éléments. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont démontré qu'à certaines pressions, notamment dans les fonds marins, ces règles ne fonctionnent plus du tout et vous avez bien des toxicités induites. Donc, je vous incite vraiment à regarder ça, à regarder cette partie du rapport, parce que ça vous montre vraiment comment on réussit à légitimer une pratique qui, là, pour le coup, pour Systext, alors là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de controverse. Hein. Alors, sur ce sujet-là, il y en a beaucoup moins. C'est clairement, cette pratique doit cesser. S'il y a une controverse, et on l'a constaté aussi, c'est sur la réglementation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, peut-être que certains d'entre vous connaissent cette règle internationale qui s'appelle le protocole de Londres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ce type de déchets est légiféré par le protocole de Londres, qui est un des grands instruments internationaux pour limiter la pollution des océans par les déversements. Bien, je vous incite à regarder l'analyse de Systext là-dessus, puisque en l'occurrence, bien, les stériles miniers, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment issus du travail de la mine, rentrent dans le protocole de Londres et les résidus miniers en sont exempts. C'est-à-dire que les résidus miniers, bien, aujourd'hui, ne sont soumis à aucune réglementation internationale. C'est-à-dire que cette pratique, elle est légale. Je passe vite parce que je voudrais arriver aux anciens sites miniers, du coup. Alors, je ne sais pas de quelle région vous venez, je ne sais pas si vous connaissez des anciens sites miniers, si vous en avez visité, ou vous êtes confronté à des problématiques en lien avec des anciens sites miniers. Si je vous dis maintenant, et ce sera ma dernière question pour ce soir, après c'est à vous de poser les questions, si je vous dis anciens sites miniers, quelles sont les images qui vous viennent en tête ou les noms de sites avec grand plaisir? Je vois déjà Salsigne. Oui, Salsigne 2 fois, et c'est probablement le cas le plus connu ou peut-être le plus documenté ou qui a été le plus mis en avant. Gaoua du Burkina Faso, Los Angonel, Limousin, or et uranium, les Terrils, uranium à l'Odève, Saint-Félix de Palière. Il y a quand même déjà pas mal d'exemples sur le territoire hexagonal.
quelques-uns à l'international. Les Cévennes, ouais. Il y a des projets dans les Côtes d'Armor, oui, peut-être. Le Perro qui roule Vika, Couflan en Ariège, Rio Tinto. Les mines orphelines, un site minier égale plusieurs mines. Montagne d'or, on espère. Non, on n'espère pas. Je te laisse réagir, Aurore. L'un des derniers mots qui vient d'apparaître sur le chat, la notion d'abandon. Et c'est une question qui est centrale en fait dans la question des anciens sites miniers. Alors sur la question des anciens sites miniers, la controverse, elle venait du fait pour nous, c'est qu'on a été confrontés énormément à des discours qui nous disaient en fait, il n'y a pas ou très peu de problèmes avec les anciens sites miniers. De toute façon, c'est géré. Alors il y a remédier, réhabiliter, restaurer, dépolluer. Enfin bon, il y a pléthore de termes autour de la question des anciens sites miniers. Et en fait, nous, on s'est vraiment intéressé à ça. Alors, on s'est dit, nous, on a une expérience en France. Est-ce qu'on peut regarder ce qui se passe à l'international pour voir en fait comment aussi les autres pays gèrent ça? Alors, je vais passer assez vite là-dessus parce que je vais vous présenter sur simplement un slide. Voilà, sur celui-là, bon, Rio Tinto est passé devant vous. Mais en l'occurrence, en fait, ce qu'il faut retenir de la question déjà des anciens sites miniers, c'est que c'est partout pareil. En Afrique du Sud, aux États-Unis, en Australie, en Roumanie, c'est partout pareil. C'est-à-dire que la majorité des sites sont purement et simplement abandonnés, qu'ils n'ont plus de responsables et qu'en général, pas très fréquemment, c'est à la responsabilité des États et de leurs contribuables que revient la charge de la gestion des sites. Quand je dis des sites, je parle de millions de sites. Il y a des millions de sites qui ont été abandonnés à travers le monde et qui posent un certain nombre de problématiques, que ce soit au niveau de l'eau, des eaux souterraines, des eaux surface, des sols. Et le constat est dramatique. Il y a un certain nombre de chercheurs dont vous pourrez retrouver les travaux par l'intermédiaire du rapport de Systext qui alertent sur le caractère dramatique. On parle parfois de dizaines de milliers de kilomètres de cours d'eau qui sont contaminés. Je parle de dizaines de milliers de kilomètres. Je parle de ça. Je parle aussi de déchets qui sont extrêmement toxiques et qui ne sont pas gérés. Et le problème, en fait, c'est que comme ça revient à la charge le plus souvent des États et des contribuables, il y a un vrai problème de gestion derrière. C'est-à-dire que c'est devenu un problème collectif parce que l'exploitant en général a abandonné le site. Ça, c'est un énorme problème. Et aussi, là où il y a un caractère controversé, c'est qu'on s'est intéressé de très près aux pratiques qui permettaient de réduire les risques. C'est-à-dire soit au moment de la fermeture du site minier, qu'est-ce qu'on peut faire au moment où on quitte le site pour limiter les dégâts derrière, et à long terme, quelles sont les pratiques qui nous permettent de réhabiliter, c'est-à-dire de gérer sur le long terme, comment on peut suivre, comment on peut contrôler. Et alors, globalement, en termes de technique, vous le verrez, c'est très pauvre. Et on était nous-mêmes très étonnés, en fait. Encore une fois, je parle à l'échelle sectorielle, à l'échelle internationale. Enfin, du coup, j'insiste là-dessus pour donner une espèce de perspective par rapport à ce que disait Marion, à savoir en introduction. Vous avez ici un cas qui est particulièrement emblématique. C'est un site, une ancienne exploitation d'or aux États-Unis. Peut-être que certains la connaissent, ça s'appelle Summitville. C'est un site qui a été très, très, très compliqué en termes de gestion. Je vous incite à regarder ce diagramme qui a été construit par Systext. Vous avez les garanties financières qui ont été provisionnées par l'exploitant, aux environs à peu près de 5 millions de dollars. Vous avez la valeur équivalente d'or extrait qui a été évaluée par un géographe de Nancy qui s'appelle Michel Desaix en 2007. On est autour de 80 à peu près millions. C'est une estimation, c'est très compliqué d'avoir un chiffre précis. Les coûts de réhabilitation qui ont été estimés par l'État américain, par l'État fédéral, au moment du départ de l'exploitant. On vient de passer à 130 millions. Les coûts déjà réengagés par l'État actuellement, il y a encore d'autres travaux à faire, 250 millions de dollars. Donc, il y a en fait, pourquoi est-ce que j'insiste sur ce diagramme? Parce qu'il y a aussi une réflexion dans la gestion du site sur le rapport entre le travail qui est fait
la valeur qu'on en tire et les externalités qui sont laissées derrière, et en particulier, alors là, clairement, hein, c'est partout pareil, c'est aux États et aux contribuables. En Afrique du Sud, vous verrez, on a travaillé sur un rapport. L'Afrique du Sud, il y a moins de 1% des 6000 mines abandonnées d'Afrique du Sud qui sont réhabilitées, moins de 1%. Ils ont actuellement, le gouvernement disait, je n'ai même pas 1% de l'argent dont j'aurais besoin pour traiter ces sites. Donc, si vous voulez, clairement, sur les anciens sites miniers, il faut qu'il y ait une reconnaissance collective de ce passif, de façon à justement pouvoir appréhender la suite et de se dire, non, il y a un vrai problème là. On a abandonné des millions d'anciens sites miniers dans le monde. C'est un vrai problème. Donc voilà. Bien sûr, le temps nous est compté, donc je ne peux pas aller dans le détail. Je vous laisserai poser, bien sûr, toutes les questions que vous voulez. Je suis obligée d'aller vite et je m'en excuse. Je voudrais juste conclure par rapport à un dernier point. Je ne reviendrai pas effectivement sur la conclusion, mais je voudrais juste parler du volet numéro 2. Donc, encore une fois, hein, le rapport a été publié aujourd'hui pour ces 4 premiers volets que je viens vraiment de tracer à gros traits. Il y aurait tellement de choses à dire et puis j'adorerais vous en parler pendant des heures, je pense que vous l'aurez compris. Mais du coup, en fait, il y a déjà ces 4 premiers volets. Il y a un deuxième volet qui sortira premier trimestre, premier semestre de l'année prochaine. On verra du coup avec vous, Marion, si on peut organiser un webinaire un peu sur le même format, au moins pour tracer un peu les grandes généralités comme ce soir là-dessus. Donc voilà, je vous incite à regarder ce second volet. Sur le second volet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura donc il y a un énorme travail qui a déjà été engagé sur la question de la mine secondaire, le rôle du recyclage par rapport à la mine dite primaire, hein, encore une fois, qui est issue de la mine. Il y aura aussi un gros travail sur la question de la dépendance minérale, Marion, que tu as introduite précédemment. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la dépendance minérale, jusqu'où on va par rapport aux usages, par rapport aux modèles économiques, modèles de développement. Un gros travail sur quelque chose dont on entend beaucoup parler, qui est le deep sea mining, donc l'exploitation minière en eau profonde. Et enfin, toute une question, un travail sur ce qu'on appelle les meilleures pratiques, la mine responsable et la mine durable. Donc, ce sera aussi un gros travail qu'on fera sur le même format que celui que vous verrez sur le site internet actuellement, avec énormément de sources, des chercheurs, des ONG, des rapports de gouvernement qui vont vous permettre aussi de prendre attache avec un peu les réalités qui se trouvent derrière ces concepts. Merci beaucoup, Aurore. C'était passionnant. C'est toujours frustrant de devoir ne résumer qu'en quelques phrases le fruit d'un travail gigantesque. Mon collègue vous a mis le lien du rapport dans le chat et il est de toute façon disponible sur le site de Systext et puis nous aussi on va le relayer. Et du coup, on vous propose de poser vos questions, donc pareil, par écrit dans le chat. En attendant que les questions soient posées, moi j'en avais déjà repéré quelques-unes, Aurore, donc je te les communique. Il y avait notamment une question, ne craignez-vous pas avec ce rapport des pressions et des menaces de la part de cette industrie? Question très intéressante. Alors, il n'y a pas de raison. Parce que faudrait sinon que toutes les personnes qui sont citées dans ce rapport, du coup, et les pauvres aient aussi des problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'on en ait, dans le sens où ce qui est écrit, c'est simplement des textes ou des publications scientifiques ou des rapports qui sont disponibles dans l'espace public. Est-ce que après ça dérange? Je ne pense pas. Parce que vous verrez dans le rapport, il y a beaucoup de sources d'informations qui sont issues de l'industrie elle-même ou qui sont issues de personnes qui sont proches de l'industrie. Par exemple, des chercheurs qui déploient des techniques ou des méthodes pour le compte de l'industrie. Donc, ce que l'on dit, en fait, ils le disent eux aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de messages sont entendables dans l'espace public? J'ai envie de dire que oui, parce que de toute façon, ce n'est pas en restant bloqué de la situation en disant « bon, là, il y a des problèmes, écoutez, on attend que mort s'en suive », ça ne va rien changer. Ce qu'il faut faire, c'est essayer justement d'aller au cœur de ces problématiques-là. Systext et plein d'autres acteurs sont là pour aider au moins à un petit peu débroussailler, au moins. Et ensuite, du coup, l'objectif, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait. Nous, ce que l'on si vous voulez, ce que l'on dénonce clairement, par contre, dans le rapport, c'est de dire, si vous dites que vous faites de la mine responsable, de la mine verte, etc., faites-le. Si vous dites que vous faites de la mine responsable et que nous, derrière, on a des gens qui parlent de ce que vous faites et que c'est l'inverse, ça, c'est pas normal. Si vous arrivez à trouver des techniques qui nous permettent collectivement d'aller vers des améliorations de pratiques ou autres, ça, je peux l'entendre. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse que l'on voit.
Donc, avant de se targuer avec des concepts qui sont quand même plutôt amélioratifs, déjà, on fait une introspection, on fait un bilan, on se dit, bon, ben voilà, j'ai ça. Et vous verrez aussi que, j'en parle parce que plusieurs chercheurs qu'on a, notamment des chercheurs en sociologie, et vous verrez, il y a des citations qui vous disent que c'est une industrie non seulement qui est peu encline à innover, mais qui est aussi peu encline à reconnaître, si vous voulez, ses externalités négatives, c'est-à-dire ses impacts négatifs. Donc, c'est aussi intrinsèque à la filière. Il faut que ça change. C'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut que ça change. Et si on veut que ça change, il faut que les gens puissent avoir leur mot à dire. Parce que maintenir, si vous voulez, les citoyens que nous sommes dans l'ignorance, c'est pas possible. Aujourd'hui, tous les jours, et on en reparlera dans le deuxième volet, on utilise ce genre de métaux. On a le droit de savoir. Alors après, s'il y a des problèmes, on en parle, on regarde qu'est-ce qui est résolvable, pas résolvable. Merci Aurore. Il y a une autre question qui revient, c'est y a-t-il vraiment des techniques propres? Mais ça rejoint aussi notre question. En fait, c'est quoi la solution pour tous les résidus, le traitement, l'enfouissement des résidus? Enfin voilà, comment on fait pour que ce soit un peu moins pire, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il faut le formuler comme ça. Alors, au niveau des résidus, de toute façon, la problématique des résidus, l'industrie minière l'a bien compris, c'est un de ses talons d'Achille. Ça, tout le monde est d'accord. Voilà. Donc, encore une fois, nous, on retravaillera un tout petit peu, on retravaillera même beaucoup là-dessus dans le prochain volet qui sera dédié à tout ce qu'on appelle les bonnes pratiques ou les meilleures pratiques. Aujourd'hui, ce qui arrive à faire consensus, en tous les cas, sur au moins une vingtaine d'auteurs qu'on a consultés, d'acteurs industriels, je parle de gens qui sont proches de l'industrie ou dans l'industrie, ce qui fait consensus, c'est clairement le fait de sécher, en fait, les résidus. La raison pour laquelle vous avez des ruptures de digues, il y a plein de raisons, on va vous expliquer, mais globalement, ce sur quoi les auteurs s'accordent, c'est le fait que vous avez une quantité d'eau à l'intérieur du matériau qui modifie le comportement mécanique en cas d'instabilité pour X ou Y raison. On ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, globalement, c'est l'idée. Donc, le fait de pouvoir sécher les résidus vous donne un gain en termes déjà de stabilité et aussi en termes de limitation de tout ce qui est infiltration, débordement, les infiltrations sous la digue, les infiltrations en pied de digue, les débordements quand vous avez, par exemple, des précipitations exceptionnelles ou des épisodes exceptionnels. Alors ça marche. Par contre, ça coûte de l'argent. Et ce que les auteurs qu'on a consultés dans le cadre, encore une fois, du volet 2, nous disent, en fait, c'est que ça marche bien. Par contre, ça coûte et que, encore une fois, là, l'industrie, du coup, a pas encore fait le travail ou le chemin, si vous voulez, de se dire, bon, j'arrête avec ces types de parcs à résidus où je mets des bouts derrière une digue. Voilà, c'est encore compliqué. Mais par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que les auteurs démontrent en fait vraiment des très, très bons retours sur ce genre de technique. C'est peu mis en œuvre et il y a quand même aussi un autre problème, c'est que pour pouvoir entreposer du matériau sec, il faut éviter d'être dans des conditions où il pleut souvent, parce que sinon, vous aurez toujours de l'eau dedans et ça ne va pas être possible. Donc, vous avez aussi une limitation technique dans la conduite de ce type d'alternative par le fait qu'il vous faut des climats secs. Donc, ça marche, par exemple, très bien en Afrique subsaharienne, notamment. Vous avez des cas où ça marche très, très bien. Donc, voilà. Donc, une technique de gestion des déchets, c'est ça. Bon, alors on oublie les déversements, ça on l'a compris. On arrête avec ça, on arrête maintenant. Norvège, les Norvégiens, si vous entendez, arrêtez. En tous les cas, donc il y a ça, il faut arrêter et essayer plutôt de converger effectivement vers des techniques avec du matériel sec. Par contre, ça coûte très cher. Alors, il y a une autre question qui rejoint un petit peu, Aurore, ce que tu viens de dire sur est-ce que du coup, on a des exemples de mines qui fonctionnent bien ou du moins qui ont des pratiques qui correspondent à vos exigences, entre guillemets. Et ça, c'est vrai que c'est souvent une question. Et alors, c'est quoi le bon exemple, le bon élève? Donc, est-ce que tu as des exemples en tête? Ou des critères, en tout cas, peut-être aussi sur lesquels se baser? Alors, des exemples en tête, c'est souvent des phénomènes, si vous voulez, je vous dirais des phénomènes d'échelle. C'est-à-dire que clairement, passer une certaine échelle, c'est très, très compliqué de maîtriser les impacts, notamment en termes d'infiltration, en termes de ruissellement sur des dépôts ou en bordure des dépôts, sur les stériles, sur de l'acidification, sur des implications avec les eaux souterraines. C'est-à-dire que en fait, déjà, il y a vraiment un effet d'échelle dans la mine. Et si vous êtes sur des très, très gros objets, vous allez avoir énormément de mal à maîtriser l'intégralité des impacts, en particulier d'un point de vue sanitaire. Par exemple, les envols de poussière ou autres. Donc, je pense qu'il y a certainement… Alors, s'il y a des gens ici
qui sont du secteur minier vont me dire, mais ça va à l'encontre des prévisions qui sont faites sur le secteur. Aurore, réfléchis. Oui, je sais que ça va à l'encontre, mais en fait, c'est peut-être que justement, ça devrait nous interroger collectivement. Effectivement, aujourd'hui, la tendance est plutôt d'aller vers des très gros sites et du coup, l'idéal, ce serait plutôt d'aller vers des plus petits sites. Donc, je sais que c'est un peu bête ce que je dis, mais en l'occurrence, dans le principe, c'est ça. Il y a déjà ce premier élément-là. Le deuxième élément, c'est que de toute façon, il faut aussi intégrer, et ça, je me souviens d'une publication que Systex avait fait en 2015 sur ces questions, c'est que si vous avez intégré le premier slide, vous faites des choix à un moment donné. C'est-à-dire que quand vous exploitez une mine d'or, aujourd'hui, on estime que la filière de l'or, c'est 4% des émissions aériennes, les mines industrielles d'or, c'est 4% des émissions aériennes mondiales de mercure. Voilà, par exemple. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Mais en l'occurrence, il y a un moment, il faut se dire, si j'exploite, par exemple, telle ou telle mine, je fais un choix. Qui fait le choix et pour qui? Donc, pourquoi je parle de mines qui fonctionnent bien? Parce qu'il y a aussi, si vous voulez, c'est pour ça qu'on vous parlait, on a introduit la notion d'impact et la notion d'effet, parce qu'il y a aussi une question d'intégration par rapport aux choix qui peuvent être faits. C'est-à-dire que, en fait, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas justement faire ce que je dis que d'autres font, on va être clair. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas vous mentir et je vais vous dire que moi, j'ai visité plein de sites, j'ai vu plein de problèmes. Et que je vais vous dire, sincèrement, je n'en ai pas vu qui fonctionne bien. Voilà, moi, ça, c'est mon retour. Ce n'est pas un retour exhaustif. Je n'ai pas visité les dizaines de milliers de mines dans le monde, donc ce n'est pas exhaustif. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a les éléments intrinsèques qu'on vous a présentés au préalable, en fait, ils nécessitent la plus grande des précautions et que ça, ce n'est absolument pas dans les habitudes du secteur. Voilà, ça, par contre, je peux vous en parler en ces termes, je pense être assez juste. Merci Aurore. Il y a une autre question qui me paraît importante, c'est sur justement qu'est-ce qu'on peut faire, et notamment la question était ciblée sur l'État français ou l'Union européenne et sur la question est-ce que c'est un problème législatif, exécutif, est-ce que cette fameuse réforme du code minier qui est remise sur la table en permanence est suffisante, est-ce que ça va tout régler, donc plus sur qu'est-ce qu'on peut faire finalement. Alors, vous le verrez aussi dans le deuxième volet qu'on publiera dans quelques mois. On a notamment étudié la question de tout ce qui est les bonnes pratiques, les meilleures pratiques et les codes de bonne conduite et les standards. La plupart des auteurs vous disent que ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans les initiatives volontaires. Une initiative volontaire, on n'a pas de prise dessus. Donc, ça veut dire que la personne, elle peut déclarer ce qu'elle veut et en général, elle fait ce qu'elle veut aussi. Donc, pour Systex, et vous le verrez encore une fois dans le deuxième volet, il y a un enjeu extrêmement important de réglementer la contrainte. On va être très clair, on n'est pas dans une cour d'école, on est entre adultes. Quand on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe mal, qu'il y a des gens qui se plaignent, qui le répètent et qui en souffrent, si vous n'avez pas compris, je ne sais pas en quelle langue vous le dire. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il va falloir serrer la vis. Tant pis, vous n'avez pas compris la première fois, la prochaine fois, vous comprendrez. Donc, la règle, pour nous, et malheureusement, on en vient à se dire qu'il n'y a que ça qui peut fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on a un retour d'expérience extrêmement étendu par l'intermédiaire de ce rapport, mais des des 15 ans de travail de Systex, de se dire, on a un retour extrêmement étendu où on s'est rendu compte que malheureusement, quand il n'y a pas de contrainte, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une notion de contrainte. Donc, forcément, nous, on va plutôt partir là-dessus. On va vous expliquer pourquoi on le fait. Pourquoi est-ce que, à part l'analyse des bonnes pratiques, des meilleures pratiques et des codes de conduite. S'agissant de la réglementation, elle est largement augmentable. Mais alors, on peut aller, là, on n'est qu'au début, là, clairement. Si on parle on ne va pas forcément détailler ce soir la question de la réforme du code minier s'il y a d'autres questions, mais clairement, on peut faire largement mieux que ce qui existe. Mais alors, la marge de progression est énorme. Allez-y, commencez dès maintenant. Donc, clairement, on peut le faire largement mieux en termes de réglementation, et on peut aussi, entre guillemets, envisager, dans certains cas, et ce n'est pas entre guillemets du tout, on peut envisager des normes internationales. Je me base notamment, par exemple, sur une recommandation d'un groupe de travail international que certains connaissent peut-être, qu'on appelle le MMSD, qui est un gros groupe de travail qui a travaillé sur le développement durable dans l'industrie minérale en 2000. Vous verrez, il est cité à plusieurs endroits, et il y a un moment, il le précise clairement en disant « Nous, on sait que les questions des bonnes pratiques, ça ne fonctionne pas. Enfin, ils disent que c'est meaningless, quoi, ça n'a pas de sens. Par contre, ils disent qu'il y a peut-être une piste à explorer qui est la question des normes internationales. Et notamment, ça fait, vous voyez, écho à ce que je disais sur le protocole de Londres et le fait que les déversements de résidus, on continue à en faire. Donc, est-ce que dans un premier temps, on ne pourrait pas envisager des normes internationales? C'est des pistes que je lance autour de… Voilà, c'est collectif.
Voilà, je vous laisse réfléchir, vous me dites ce que vous en pensez. C'est de dire, pourquoi pas, par exemple, des normes internationales sur les pratiques qui sont les plus compliquées, le déversement volontaire, par exemple, on arrête, voilà, point barre. Dans tous les cas, nous, c'est notre positionnement, on arrête. Des normes internationales sur les pratiques les plus compliquées, des normes nationales ou des réglementations nationales qui sont adaptées aussi à certaines contraintes, certaines spécificités des États pour certaines choses peut-être moins cruciales. Pourquoi pas, mais en tous les cas, aujourd'hui, en tous les cas, de ce que nous, on pense, côté Systex, je vous donne l'avis de Systex, c'est la réglementation. Alors, au-delà de la réglementation, il y a plusieurs personnes qui ont posé la question en fait, de s'attaquer aussi aux problèmes de fond. Et donc, est-ce qu'on peut aussi tabler sur du recyclage? Est-ce que ça peut fonctionner? Une autre personne qui précise aussi recyclage ou sobriété pour diminuer l'extractif. Donc, ça, c'est plutôt finalement poser la question des besoins et notamment le recyclage. Peut-être tu peux en dire un mot. Je sais que sur Montagne d'Or, c'était aussi un élément qui a été mis en avant sur la faible pourcentage d'or recyclé. Tout à fait. Alors, en ce qui concerne du coup les alternatives, vous le verrez encore une fois aussi dans le volet 2, on a encore pas mal de choses comme à vérifier parce que le recyclage, c'est encore un autre secteur, c'est encore une autre question. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en l'état actuel là, de nos travaux et de nos recherches à Systex, il y a deux choses qui émergent. C'est qu'effectivement, pour certaines matières, le recyclage est très mature. Contrairement à ce qu'on peut en croire, souvent on dit on ne recycle pas assez. Pour les métaux précieux qui ont une très forte valeur ajoutée et pour certains métaux industriels, les métaux ferreux et non ferreux, par exemple, le cuivre, l'aluminium, on a des relativement bons taux de recyclage. La problématique, c'est la maturité aussi des filières. Il y a plein de questions avec le recyclage. C'est un sujet en soi. Ça fera l'objet d'une controverse dans notre prochain rapport. Donc, c'est un sujet en soi. Mais il y a dans la notion de recyclage, si vous voulez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ramener une quantité de métal, globalement. Si je le fais schématiquement ici ce soir, c'est globalement, vous allez ramener une quantité de métal en fonction du métal que vous avez. C'est-à-dire qu'on ne va pas démolir tous les bâtiments de France et de Navarre pour pouvoir récupérer l'aluminium qui est dans les constructions. Voilà, vous êtes quand même limité dans le flux de produits recyclés que vous pouvez intégrer. Donc, il y a quand même un certain nombre de problématiques qui font qu'on sait et c'est pour ça que la personne qui a posé la question avec la sobriété a tout à fait raison. On sait, par exemple, avec des travaux des équipes de recherche comme les équipes de Vidal ou comme d'autres, il y a d'autres modèles, notamment de Fizen, qui sont sortis, où en fait, du coup, on sait qu'à un moment donné, on ne pourra pas rattraper la croissance telle qu'elle est aujourd'hui annoncée sur la croissance métallique et minérale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux de croissance, si vous voulez, en termes de demande métallique sont tels qu'on va courir derrière, mais on n'arrivera pas au sommet. Donc, si vous voulez, effectivement, on peut, et Systex le prône en disant la question du recyclage, c'est une question qui est centrale parce que déjà, elle nous permet d'apprendre, d'apprendre à travailler, de récupérer un métal autrement que par la mine, de rendre aussi ces filières plus matures parce qu'elles manquent effectivement dans certains cas de maturité, en particulier pour les petits métaux qui sont utilisés massivement dans les technologies de l'information et de la communication, on pourrait en parler pendant des heures. Donc, du coup, c'est de se dire, effectivement, il y a une question de maturité, il y a une question de développement à mener. Donc, ça, on ne remet absolument pas ça en cause. Mais aujourd'hui, vous avez des modèles qui vous disent, non, mais même avec ça, on n'y arrive pas. Donc, ça ne pourra pas être un modèle parfait où on se dit on arrête la mine, où on se dit on fait que du recyclage, où voilà, les modèles parfaits n'existeront pas. Alors, je ne vais pas parler d'un mix énergétique parce que c'est pas ça non plus. C'est-à-dire le fait de dire écoutez, on va faire un petit peu de tout, et puis on voit si ça marche. Puis si ça ne marche pas, tant pis, on aura essayé. C'était quand même bien d'avoir essayé. Donc ça non plus, ça ne marche pas. On va être clair. Donc éventuellement, ce qu'on peut se dire, c'est de dire recyclage, il faut. Il faut aussi parce que vous allez le voir, nous on est en train de regarder aussi par rapport à d'autres modèles, mais là actuellement on a aussi ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les problématiques de diminution de teneur, de profondeur plus élevée, donc il y a aussi des contraintes qui vont arriver au niveau de l'offre minière, qui sont réelles, qui sont intrinsèques, qui sont géologiques. Donc, vous allez avoir tout un ensemble de processus et il faudra peut-être se mettre dans un modèle de se dire, de toute façon, là, en 2021, même depuis 2018, même depuis 2015, il y a des gens qui vous disent on ne peut pas suivre ce taux de croissance-là en termes de demande métallique, ce n'est pas possible. On ne peut pas, mais avec le recyclage, on ne peut pas. Donc, ça va être déjà de dire, on diminue. On diminue maintenant, pas demain, parce que c'est pareil, on entend beaucoup de choses. Pas demain, c'est on diminue maintenant, déjà. 2, on réinterroge ce qui existe. Les mines en exploitation, on ne va pas les fermer maintenant. Donc, on réfléchit à ce qui existe au niveau minier, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on arrête là tout de suite parce que c'est trop dangereux, qu'est-ce qu'on continue en améliorant et en faisant des vrais efforts pour améliorer. Et ensuite, 3, recyclage,
Alors, encore une fois, je veux dire, je le conçois pas du tout comme un mix énergétique. Je le conçois plutôt, si vous voulez, comme une approche globale de dire, il y a ça, 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 et on intervient là, 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 et c'est là que ça va fonctionner. Mais à terme, de toute façon, il y a… Là, encore une fois, Systex n'a pas encore fini de regarder tous les auteurs, mais ils sont très nombreux à vous dire que ça n'a pas marché. Et ce n'est pas des auteurs qui travaillent sur des modèles décroissants ou je ne sais quoi. Vous avez plein de gens qui vous disent, là, actuellement, c'est indépendamment des velléités de décroissance ou d'opinion politique de chacun, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a certainement… Là, actuellement, de toute façon, on est à un tournant. Et les acteurs miniers peuvent agir sur la mine. Les acteurs du recyclage peuvent agir sur le recyclage. Donc, et nous-mêmes, on peut agir sur tout. C'est ça qui est bien. Alors, pas directement, on s'entend, mais on a plein de leviers pour agir. Donc, ça veut dire de se dire, il faut travailler sur un certain nombre de secteurs, mais à terme, il faut garder en tête qu'on n'y arrivera pas. Il faut diminuer. Hein. C'est le robinet qu'il faut commencer maintenant à fermer. Après, nous, les autres, tout le monde, on va bosser pour que ça change. Mais il faut bosser. Parce que si, du coup, vous ne fermez pas le robinet, nous, Systex, on aura beau écrire des rapports et essayer de proposer des trucs en disant hey, les gars, il faut arrêter les impacts graves de la mine. Et si vous ne fermez pas le robinet en sortie, on va pas s'en sortir. Donc, il faut commencer à fermer progressivement le robinet. Ça, on le confirme. Et on n'est pas les seuls à le confirmer. Ça, c'est sûr. Et il y a d'autres questions qui touchent à l'enjeu en fait de la transition énergétique et donc des nouvelles matières que ça demande à exploiter et à extraire. Et du coup, est-ce que tu as de la visibilité sur justement cette demande-là minérale et le lien avec une potentielle accroissement de ces enjeux miniers? Alors, là-dessus, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont fausses. On parlait tout à l'heure de questions controversées. Alors là, il y a des choses qui sont fausses. Aujourd'hui, alors ça dépend bien sûr des filières, voilà. Mais il y a actuellement une forme de stigmatisation qui est curieuse, qui se comprend. Ce sera une longue histoire, mais en tous les cas, il y a une stigmatisation des énergies renouvelables, notamment, qui est faite, ou surtout des énergies renouvelables. Alors, les énergies renouvelables, du coup, globalement, quand vous regardez, elles utilisent des métaux de base. C'est-à-dire qu'on parle de cuivre, de zinc, de plomb. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale en 2017. Voilà. Là où, en fait, il y a un énorme problème, c'est-à-dire par rapport à votre question, c'est de dire comment est-ce que ça joue tout ça. C'est qu'en fait, il y a deux tendances de transition. Il y a la transition énergétique qui pose un certain nombre de problèmes. Certes, c'est pareil, on entend souvent dire qu'il faut absolument des terres rares dans les éoliennes. Alors, les terres rares, c'est surtout dans les éoliennes offshore, ce n'est pas tout dans toutes les éoliennes. Donc, bref, donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites sur le renouvelable. Certes, ça va avoir une influence énorme et on s'entend, puisque pour pouvoir basculer en fonction des modèles qui sont faits, des modèles énergétiques qui sont faits, ça représente des quantités gigantesques. On ne le dit pas, on ne revient pas là-dessus et c'est tout à fait vrai. Par contre, c'est un certain nombre de filières métalliques qui sont concernées. Là où il y a un vrai problème, et donc là, avec Systex, je m'associe à tout Systex pour vous dire que là, il y a un vrai problème, c'est toutes ces foutues conneries de technologie de l'information de communication et de tous les dispositifs nouveaux, New Age, intelligent, smart, vous mettez ce que vous voulez derrière. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a un vrai problème, par contre. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'un certain nombre de filières qui sont plus ou moins matures, par exemple, comme le cuivre ou comme l'aluminium. On va vous parler, en fait, d'un cortège métallique qui est gigantesque, avec des nouveaux métaux. Puis alors après, du coup, on vous fait toute une espèce de sémantique autour sur les métaux rares. Les métaux sont rares. Regardez le tableau du premier slide, les métaux sont rares. C'est intrinsèque. Donc, à part quelques-uns. Mais du coup, c'est de se dire, il faut être très, très vigilant sur quels sont les dispositifs qui sont concernés et de quelle transition on parle et pourquoi faire. C'est-à-dire que, en l'occurrence, aujourd'hui, oui, les modèles sont extrêmement inquiétants. Quand par exemple, on est sur des scénarios à 1,5 ou 2 degrés, et si on veut recouvrir tout partout de panneaux solaires ou d'éoliennes, là-dessus, les modèles s'accordent. Il y a une problématique de demande supplémentaire. Mais par exemple, je vais prendre cet exemple-là, vous avez par exemple le monde de la voiture électrique. La voiture électrique, elle draine elle aussi ses propres filières. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de lithium dans une éolienne. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin de lithium dans une batterie de véhicule électrique. Alors après, il y a des batteries qui arrivent à s'en extraire plus ou moins. C'est encore un débat, mais voilà. Donc, clairement, vous avez des technologies qui vont drainer, qui vont attirer, si vous voulez, ou modifier fondamentalement le comportement de certaines filières. Je pense en particulier lithium, cobalt, vanadium, qui sont très utilisés dans les batteries. Et que là, du coup, ça interroge, si vous voulez, dans les choix de société qui sont faits. C'est-à-dire que toutes les technologies ne doivent pas être regardées de la même façon
par rapport, si vous voulez, oui, mais plus on va développer ces technologies-là et plus ça va avoir un impact sur la demande. Le gros de la demande aujourd'hui, il est porté par les pays émergents, sur la plupart des filières, notamment par exemple le cuivre ou l'aluminium. C'est le développement des pays émergents qui pose le plus, enfin qui vont amener la plus grosse quantité de croissance métallique en production, si vous voulez, en tonnage, par rapport, j'en sais rien moi, aux éoliennes. Enfin pas, j'en sais rien, je sais justement, c'est relativement, c'est beaucoup plus faible. Par contre, vous avez des technologies sur certaines filières qui vont tirer à elles de façon drastique, avec des taux de croissance qui doivent être exceptionnels, certains métaux, et je pense notamment aux véhicules électriques, qui lui, alors, a le bon goût, de s'équiper avec des métaux pour lesquels c'est compliqué, genre le lithium, le cobalt, le vanadium, et j'en passe. 2, qui a le bon goût aussi de nous foutre, du coup, comme forcément, vous avez un moteur électrique, vous avez de l'électrique partout, donc ça veut dire qu'il faut doubler la masse de cuivre, comme la batterie est lourde, ah bah oui, forcément, la batterie est lourde, hein. Ah bah oui, hein. Donc il faut alléger la carcasse, il faut alléger, si vous voulez, la masse du véhicule, ah bah on va mettre de l'aluminium, ah bah oui, mais une voiture électrique, si vous n'avez pas un écran avec des LED et des machins, ah bah il faut du nitrure de gallium, ah bah j'avais oublié ça, ouais, il faudrait un moteur aussi. Non mais il faut arrêter quoi. Enfin, à un moment donné, il y a des dispositifs, notamment dans les technologies de l'information et de la communication, et alors les véhicules électriques, alors je suis désolée, mais alors on est nombreux à Systex, je pense que là, c'est clairement un positionnement commun que je suis en train de vous fournir. Les véhicules électriques, ça nous agace. Voilà, on va vous le dire comme c'est le cas. C'est-à-dire que clairement, vous avez des technologies, mais c'est parce qu'en fait, elles sont, si vous voulez, elles ne vont pas juste, par exemple, avoir une influence de 1 ou 2% sur la consommation de cuivre ou sur la consommation d'aluminium. Ce sont des filières qui tirent énormément de métaux. Vous voyez? Donc, je dirais qu'en termes de bilan, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que globalement, en termes de production, ce ne sont pas ces technologies-là qui tirent le risque globalement, par exemple les technologies renouvelables, ça on le sait. Par contre, vous avez des tendances actuellement dans le développement des technologies de l'information et de la communication et dans le secteur des transports qui, elles, sont en train de tirer toutes sortes de métaux. Et là, alors elles, pour le coup, on va arriver à des aberrations et des problèmes géopolitiques et des impacts tels qu'on vous les a présentés précédemment. Merci beaucoup. Je propose de finir par une question qui a été posée plusieurs fois sur ce fameux rapport qui vient de sortir aujourd'hui dans son volet 1 et le volet 2 à suivre. Est-ce qu'il y a déjà une médiatisation qui est en cours, qui est prévue et je sais qu'il y a déjà au moins un article, donc je te laisse en parler, Aurore. Alors oui, tout à fait. Donc, il y a aujourd'hui, ce matin, à la une de Reporter, vous avez une publication qui a été faite sur le rapport qui synthétise un petit peu aussi les enjeux et puis justement qui donne un peu de perspective par rapport au volet 2 qu'on n'a pas encore publié, hein, qu'on va continuer à travailler. Donc ça, c'est un point important. Et après, en termes de médiatisation, on commence à avoir des premières sollicitations de gens qui s'intéressent à ces questions, notamment parce qu'ils ont envie d'en parler différemment. Et notamment, on a reçu un mail aujourd'hui qui était assez agréable de quelqu'un qui nous a dit qu'il avait envie de parler de la mine différemment de ce qu'on entendait. Et on était content de répondre que justement, c'était pour ça que ce rapport existait. C'était pour qu'on en parle différemment. Pas forcément, encore une fois, vous le verrez dans le rapport, notre but, c'est pas de faire de dire « Ah, la mine, c'est mal », de pointer du doigt la mine. Enfin, je veux dire, à la limite, on le sait. Hein, je veux dire, la personne qui ignore encore que la mine est problématique, voilà. Par contre, quels sont les moteurs sur lesquels on peut agir et où est-ce qu'il faut agir en priorité, c'est-à-dire là où il y a les impacts qui sont les plus graves, où sont-ils ceux-là? Ça, par contre, ça fait du bien aussi que des gens se disent « Ah, maintenant, je vais m'y mettre moi aussi, je vais en parler ». Et c'était pour ça que ce rapport a été fait, donc on est très heureux. Eh ben, merci beaucoup, Aurore. Je te laisse peut-être conclure du coup sur ce webinaire et avec grand plaisir pour le volet 2. Du coup, il faudra qu'on fixe une date. Mais avec grand plaisir. Je te laisse conclure, Aurore, vas-y. Voilà, en tous les cas, je voulais vous remercier parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs dizaines de personnes qui avaient participé. Je profite du coup, parce qu'on me donne la parole en conclusion, pour remercier les membres de Systex, tous les bénévoles qui ont passé des heures et des heures à rechercher. C'est des centaines et des centaines d'heures de travail, un tel projet, vraiment. Donc, je les remercie chaleureusement de m'avoir soutenu aussi jusqu'au bout parce que j'ai l'honneur en fait de parler à leur nom à tous, alors qu'en fait, je suis vraiment pas toute seule. Hein. C'est Systex qui a fait ce travail, c'est pas Aurore, clairement. Donc, c'est un point important. Voilà. Et merci beaucoup du coup, bien sûr, à vous, à Marion, à toute l'équipe de la Fondation de nous soutenir pour organiser un tel événement. De nous soutenir depuis plusieurs années, de nous suivre. Voilà. On est très touchés de ce que vous avez dit en introduction. Voilà. Et à toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire, vraiment, je vous encourage à aller regarder le rapport. Il y a
vraiment, sincèrement, de quoi s'occuper. On espère pouvoir continuer cette dynamique autour du deuxième volet maintenant. Donc, on vous tiendra au courant dans les mêmes termes. Voilà, on espère effectivement, Marion, pouvoir continuer avec la Fondation sur ces questions-là. Et on espère que ça vous a plu. On vous souhaite une très bonne continuation. Oui, bonne soirée à tous. Merci d'avoir aussi rendu ce webinaire participatif et dynamique. On sent que voilà, ça pourrait durer des heures. Malheureusement, on va s'arrêter là, mais ça n'est qu'un début. Juste pour préciser, certains l'ont demandé, ce webinaire il a été enregistré et donc on va s'atteler maintenant à en faire une petite vidéo pour la poster sur la chaîne YouTube de la Fondation. Et puis, libre à vous de la rediffuser et de vous en servir, tout comme le rapport. Voilà. Donc, suivez l'actualité dans les prochains jours pour cette petite vidéo à retrouver. Merci à tous et à très bientôt, du coup, Merci. pour le volet 2. Merci à tous. Merci, au revoir.